J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique? Avec un léger décalage dans la chronologie, mais on avait dit qu'on ne faisait pas de commémoration, donc nous revenons sur l'Indochine quelques jours après l'anniversaire des événements, avec 2 interventions qui traitent globalement du même sujet, mais à partir d'angles d'approche totalement différents. Yvan Cadeau, qui a publié récemment un Dien Bien Phu remarqué avec de très belles critiques, et Bénédicte Chéron, qui a, il y a un tout petit peu plus longtemps, publié à partir de sa thèse, si j'ai bonne mémoire, un Schondorfer qui avait été également exceptionnellement remarqué et apprécié. Voilà, donc 2 approches de Dien Bien Phu et de la guerre d'Indochine à partir d'un regard d'histoire militaire et à partir du regard de quelqu'un qui travaille sur les images, la communication, le cinéma, les arts. Voilà, la parole est à vous. Yvan, mon collègue, merci de cette invitation. On va parler d'un sujet qui nous est cher ce soir, Dien Bien Phu. Avant de rentrer un petit peu plus en avant dans le sujet, je voudrais faire un petit point sur les sources disponibles quand on parle de Dien Bien Phu. Des dizaines et des dizaines d'ouvrages ont été écrits depuis la fin de la bataille en 1954, et ces ouvrages ont été écrits en partie à partir des sources militaires conservées au service historique de la défense. Alors sources des états-majors, notes de service, télégrammes, etc., etc. Et puis également à partir des fonds privés. Les généraux Conny, les généraux Navarre, ont déposé leurs fonds, et ces fonds n'ont été ouverts à la consultation au public que très tardivement. Et puis il y a aussi les témoignages des anciens. Le plus souvent ce sont des récits, voilà. Et donc c'est à partir de tous ces matériaux-là que l'on arrive à écrire à Dien Bien Phu, mais on l'écrit du côté occidental. Parce que bien souvent l'autre côté de la colline nous échappe. Alors c'est encore plus particulièrement vrai quand on évoque le Viet Minh, puisque le pouvoir politique là-bas est toujours, en tout cas officiellement, communiste, et c'est vrai que beaucoup d'archives nous sont encore fermées. Donc par exemple on ne sait pas si à la fin de la bataille l'armée populaire vietnamienne a réussi à récupérer des papiers, soit officiels, soit des papiers appartenant à des combattants, lettres, journaux ou autres. Peut-être que là-dessus, Bénédicte, au niveau de la mémoire de ces combattants, peut non, mais alors il paraîtrait que les Vietnamiens commencent à ouvrir des sources depuis 6 mois. Donc pour ceux qui sont motivés à aller fouiller dans les sources vietnamiennes, c'est le moment visiblement. Et c'est vrai que d'une part les sources sont très peu disponibles là-bas, et d'autre part la mémoire des anciens combattants Viet Minh en fait est, comme beaucoup de mémoires d'anciens combattants, donc une mémoire qui s'estime peu reconnue et tue. Et en fait moi, pour avoir essayé d'en rencontrer certains et en avoir rencontré certains à Hanoï en particulier, finalement ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas entendus et que l'histoire de leur bataille n'est pas faite ou assez faite sur place. Donc si les Vietnamiens s'en occupent pas, c'est sûr que on va avoir nous du mal à écrire leur histoire à leur place. Donc voilà, mais je te laisse poursuivre. Alors il y a eu une petite tentative en 2010 avec l'ouvrage, le collectif, le Dien Bien Phu vu d'en face, où effectivement pour la première fois on a une parole un peu plus libérée du Bodoï.
le soldat vietnamien, où effectivement ça tranche par rapport aux autres ouvrages, où on s'aperçoit que le Baudoy lui aussi il souffre, le Baudoy meurt, le Baudoy doute, le Baudoy a des moments effectivement de renoncement, et qu'il ne monte plus à l'assaut en chantant et en frappant des mains comme souvent on nous le vendait. Donc là-dessus effectivement il y a une avancée. Alors cette question qu'on s'est posée tout de suite, le pourquoi Dien Bien Phu? Pourquoi est-ce que l'armée française va aller dans cette petite vallée au nord-ouest du Tonkin interroger les contemporains à l'époque déjà, et puis également les historiens et les différents observateurs par la suite. On s'aperçoit que si l'on regarde la guerre d'Indochine depuis ses débuts, on va dire 1945, date à laquelle le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient revient en Indochine, on s'aperçoit que c'est assez étonnant. On arrive naturellement à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu n'est pas une fatalité, c'est l'aboutissement d'une somme d'erreurs ou d'une somme ou d'un système qui fait que politique comme militaire sont entraînés dans une sorte d'engrenage, puisque très tôt on perd l'initiative en Indochine et on en arrive à Dien Bien Phu. Alors, Dien Bien Phu, si l'on remonte un petit peu, n'aurait jamais dû exister s'il n'y avait pas eu la nomination d'un nouveau commandant en chef, le général Navarre, au mois de mai 1954. On nomme le général Navarre pour une raison bien précise. La guerre d'Indochine est devenue un fardeau trop lourd à porter pour la France. Les différents gouvernements de la 4ème République cherchent depuis un certain temps déjà à se débarrasser de ce conflit, à solder l'affaire indochinoise, et c'est René Meyer, président du Conseil à ce moment-là, au mois de mai 1953, qui va décider de changer de commandant en chef, de remplacer le général Salan, qui est sur place depuis déjà très longtemps, qui est fin connaisseur de l'Indochine, mais dont les vues ne rentrent pas avec celles du gouvernement, et non plus avec les Américains. Les Américains trouvent que le général Salan est un général trop défensif, qu'il se contente de parer les coups sans finalement aller porter la guerre chez l'adversaire. Et donc on va nommer un général qui est un relatif inconnu dans l'armée française. Le général Navarre, c'est pas une figure de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, comme le fut Leclerc, comme le fut le général Valluy, ou bien sûr le général Salan. Navarre est un homme du renseignement. Il dirige la section allemande du SR avant 40. Il fait une Seconde Guerre mondiale dans la clandestinité. Il fait une belle guerre à sa manière, mais dans la clandestinité. Et il n'a qu'un commandement à la fin du second conflit mondial, en avril 1945. Il commande un régiment de spahis marocains. Voilà. Donc c'est un inconnu et il ne connaît absolument pas l'Indochine. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on le nomme. On lui dit, comme ça, vous ne serez pas perverti, vous pourrez voir la situation avec des yeux neufs. Et sa mission, elle est simple, elle est de trouver une sortie honorable au conflit indochinois. Alors, c'est une bonne chose parce que pour une fois depuis très longtemps, on a un but de guerre. Alors c'est pas un but de guerre, je dirais, reluisant. Il ne s'agit pas d'obtenir une victoire militaire, ou il s'agit de trouver une porte de sortie honorable. Le but de guerre, il n'est pas plus défini que ça, et donc charge au général Navarre de le définir lui-même. Je t'écoute. Alors, sur ce terme. Le général Navarre part en Indochine, il y arrive au début du mois de juin 1953, et tout de suite, il se met au travail. Alors sa tâche n'est pas facilitée au général Navarre, parce que non seulement il ne connaît rien à l'Indochine, mais c'est que l'ancienne équipe, celle qui servait sous les ordres du général Salan, s'en va.
elle s'en va, et donc les grands commandants de territoire, les commandants de bureau, deuxième bureau, troisième bureau, eh bien s'en vont aussi. Ils ont terminé leur temps en Indochine, et certains l'ont largement dépassé, puisque certains de ces officiers d'état-major atteignent jusqu'à 36 mois de séjour en Indochine. À savoir, au poste qu'ils occupent, ce sont des gens qui sont fatigués. Ce sont des gens fatigués, et effectivement, peu acceptent de rester et de prolonger leur séjour en Indochine, ce que n'appréciera pas le général Navarre, qui mettra ce refus sur le dos du général Salan. Salan est assez mécontent de se voir débarquer de son poste de commandant en chef. Lui, Salan, dans son esprit, il aurait souhaité aller se reposer un petit peu en France, que quelqu'un assure l'intérim en Indochine, et puis au terme de ses permissions, il serait revenu. Alors Navarre, eh bien, il se constitue une équipe de gens nouveaux qui ne connaissent pas tous bien l'Indochine. Alors, un le connaît très bien, c'est le général Gambier, son chef d'état-major, mais sinon, il a effectivement, avec lui, il fait venir d'autres officiers auxquels on reprochera plus tard leur méconnaissance de la situation indochinoise. Le seul qui connaisse un peu l'Indochine et qu'il va garder, c'est le général Cony. Le général Cony, il commande les forces terrestres, il est adjoint au commandant des forces terrestres du Nord-Vietnam à ce moment-là, c'est l'adjoint du général de Linares, et malgré les préventions qu'il a et qu'on lui a nourri, le général Navarre prend le général Cony comme adjoint au Nord-Vietnam, et celui-ci gagne sa 3e étoile, celle de divisionnaire. Et donc Navarre, fort de cette équipe, se met au travail donc et se renseigne, parcourt l'Indochine en tous sens, recueille les avis des uns des autres, lit les rapports et se fait une idée précise. Et de ces idées précises, va sortir ce qu'on va appeler le fameux plan Navarre. Alors, le plan Navarre, déjà le terme plaît aux Américains qui sont les principaux payeurs, parce que pour la première fois depuis bien longtemps, on entend le mot plan dans cette guerre d'Indochine. Le plan Navarre, on lui a attribué le nom du commandant en chef, mais il a été largement inspiré par le général Salan, son prédécesseur. Et en quoi consiste ce plan? Il est très simple. Navarre, il a fait le constat que ce qu'il manque cruellement au corps expéditionnaire, c'est une masse de manœuvre, corps de bataille, susceptible d'aller porter le fer chez le Viet Minh. La plupart des troupes françaises sont implantées en secteur, c'est-à-dire qu'elles sont en charge de la pacification, et finalement, lorsqu'on regarde un petit peu ce dont on peut disposer en termes de bataillons mobiles, de forces mobiles, qui comprennent les groupes mobiles qui sillonnent le delta, on n'a pas grand monde. Donc Navarre décide que pendant la première année, qui correspond à l'année 53-54, le corps expéditionnaire ferait le dos rond au nord, on éviterait tout engagement majeur, ce qui permettrait de reconstituer des réserves, ce qui permettrait de transférer certains territoires à l'armée nationale vietnamienne, et puis comme ça de constituer petit à petit, grâce au matériel américain, un corps de bataille digne de ce nom. Au sud, on pacifierait, on continuerait la pacification qui est plutôt bien avancée, et puis au centre Vietnam, on porterait un coup, on nettoierait quand même la région qu'on appelle la région des hauts plateaux, c'est ce qu'on appelle le Lien Khu 5 pour les Viet Minh, l'interzone 5. Ceci dans un but politique, mais également pour continuer à mettre la pression sur le Viet Minh. Cette opération de nettoyage du centre Annam, ça sera l'opération Atlante qui se déclenchera au mois de janvier 1954 et qu'on reprochera au général Navarre. Donc pendant cette année-là, c'est une année effectivement de reconstruction. Comme aurait dit le général Pétain, on attend les Américains, on crée et on développe l'armée nationale vietnamienne et on développe son corps de bataille, et en même temps on remet les soldats français à l'instruction, parce que les soldats français du corps expéditionnaire n'ont souvent aucun jour d'instruction à se reprocher en Indochine, ce qui évidemment un grand problème pour les commandants d'unité. L'année 1954-1955 qui doit clore le plan Navarre, c'est celle de la contre-offensive. Alors, il ne s'agit pas de gagner militairement sur le Viet Minh, parce qu'on a quand même compris que cela est difficile. Il s'agit par quelques victoires majeures
amener le Viet Minh à comprendre qu'il ne peut l'emporter et donc l'amener à la table des négociations en position de force. Et s'il réussit à accomplir son plan, il aura peu ou prou répondu aux attentes du gouvernement français. On aura fait une sortie honorable à ce conflit indo-chinois. Alors ceci dit, le gouvernement ne lui a pas précisé quels pourraient être les enjeux politiques, les négociations, on n'en sait absolument rien. Et ce plan, le plan Navarre, finalement il vient le présenter au comité de la défense nationale à Paris et il est adopté au mois de juillet 1953. Mais alors, à l'occasion de ce même comité de défense nationale, Navarre soulève quelques questions, parce que finalement, son plan, sur le papier, pourquoi pas, mais il suppose finalement que le Viet Minh soit attentiste et ne réagisse pas. Et donc Navarre pose tout de suite des questions qui fâchent, à savoir, par exemple, si le Laos est menacé, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Le Laos est un pays allié. Il n'aura pas de réponse ferme de la part du gouvernement. Il doit faire quelque chose quand même d'un point de vue militaire, puisque depuis qu'il est arrivé au mois de mai 1953, il ne s'est pas passé grand-chose, et donc il va, à l'été 1953, ordonner l'opération Hirondelle. L'opération Hirondelle, c'est un coup de main aéroporté, un va-et-vient sur Lang Son, où on sait qu'il y a des dépôts d'armement conséquents. Comme le dira le lieutenant-colonel Langlais, qui plus tard commandera les contre-attaques à Dien Bien Phu, c'est une opération communiquée. L'opération communiquée, le but évidemment, c'est qu'on parle de l'Indochine dans la presse. Avant de passer la parole à Bénédicte justement sur cet aspect médiatique, je veux dire que l'opération de Ho Ha Binh qu'avait fait le général Delattre, que l'on cite comme une grande victoire, on pourra en discuter, est également une opération communiquée. C'est le gouvernement de la 4ème République qui fait comprendre au général Delattre à la fin de l'année 51 qu'il serait bien d'obtenir un petit peu des résultats en Indochine, et au regard de la carte de guerre, Delattre choisira Ho Ha Binh, qui est donc aussi une opération communiquée. Du coup, puisque tu m'offres la parole, je fais une petite incise. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais c'est pas vraiment une difficulté. C'est intéressant parce qu'effectivement, on parle un petit peu de l'opération Hirondelle dans les actualités au cinéma à ce moment-là. Cela dit, on en parle comme on parlait de la guerre d'Indochine, donc finalement de manière assez rapide. On ne s'appesantit pas beaucoup dessus, mais ça répond effectivement à ce que tu dis sur la nécessité de communiquer sur la guerre d'Indochine. On sait, quand on regarde les archives du service presse-information à Vincennes, qui englobait le service cinématographique des armées, qui est le service qu'on a le plus retenu dans cette histoire du service presse-information, parce qu'il y avait des images et parce qu'il y a eu des grands noms, Schoendoerffer, on en parlera tout à l'heure notamment. On voit très nettement qu'à partir de 1952, les moyens qui sont alloués au service presse-information, au SPI, et en particulier au SCA pour le cinéma, la partie cinéma et photo, ces moyens augmentent réellement. On a un nombre de caméras qui est multiplié par 2 ou 3, alors ça reste du matériel très léger. La communication n'est quand même pas une priorité absolue. Ce sont souvent des vieilles caméras récupérées aux Allemands, récupérées aux Propaganda Compagnon allemandes en 1945, donc lourdes, très lourdes. Avec des bandes très courtes de il y avait 1 minute de bande pour faire un plan, donc voilà, une obligation d'efficacité, mais il y a bien des moyens qui sont alloués, et d'ailleurs on a une vague de caméramans et de photographes qui arrivent à ce moment-là, en 1952. Ce sont les jeunes, Schoendoerffer, etc., qui arrivent pour renforcer les équipes déjà composées par Raoul Coutard, Jean Perrault, pour les noms les plus connus. Et c'est vrai qu'il y a à ce moment-là un effort qui est fait sur la transmission des images à Paris, sur la communication et la transmission de ces images. Je ne sais pas si tu confirmes, si tu as regardé très précisément ça. Tout à fait. Et sur la communication aussi vis-à-vis des journalistes qui se trouvent à Hanoï en particulier, même s'il y a un contrôle très sérieux qui est fait sur la présence de ces journalistes, notamment Lucien Baudard et Max Clos, et
officieusement, la communication se fait également mieux parce qu'il y a plus d'hommes qui partent filmer les opérations sur place. On ne reconstitue plus les opérations au retour, ce qui est une différence notable entre le début de la guerre d'Indochine 49, parce qu'au début on n'a peu d'images, et 53-54. Et comme il y a plus d'hommes, ils sont plus nombreux aussi à revenir à Hanoï, plus nombreux à rencontrer des journalistes civils, et on a une communication officieuse qui se fait aussi par ce biais-là, puisqu'en fait ils deviennent des sources d'information pour les journalistes de la presse civile, ce qui est alors une source d'information pas complètement contrôlée pour le coup, mais qui permet aussi d'accentuer cette communication vers la France. Je te laisse parler d'histoire militaire parce que là tu es quand même plus compétent que moi. Alors, juste pour terminer sur les journalistes, il faut savoir que Delattre avait ouvert un peu les robinets pour les journalistes et Salan avait vécu un petit peu sur le système ancien, mais Navarre va décider de refermer ce robinet et ça ne va pas plaire, et ça vaudra aussi, après la défaite de Dien Bien Phu, un retour de bâton. Les journalistes ne lui ont pas pardonné effectivement le changement de rapport entre le service presse et eux. Parce qu'avant, quand on regarde les archives, il y a quand même toute facilité, c'était des vedettes, certains avaient même un appartement, je crois, qui était payé pendant quelque temps par l'institution, les déplacements en voiture, en avion étaient... Oui, alors avec des fiches aussi. Avec les fiches, il y avait effectivement des fiches aussi sur leur parcours, sur ce qu'il fallait leur dire ou pas, mais c'est vrai que ça coûtait quand même de l'argent. C'était aussi pour contrôler l'opération. Bien sûr. Mais il y avait un effort, on est d'accord. Et donc Navarre va... Alors la situation à l'automne 1953, donc Navarre est revenu en Indochine. Il est décidé donc à ne pas entreprendre d'action majeure au nord. Que va faire l'adversaire ? L'adversaire a plusieurs possibilités. Il peut soit lancer une attaque contre le delta du fleuve Rouge. Je rappelle que le Vietnam, il est constitué de deux deltas principaux, l'un au sud, le delta du Mékong, et au nord, le delta du fleuve Rouge. Ce sont les deux enjeux principaux de la guerre, puisque les deltas, c'est ce qu'on appelle le grenier à riz de l'Indochine, mais c'est aussi le réservoir d'hommes. Donc le Viet Minh peut faire peser son action sur les deltas, sachant qu'il dispose à l'intérieur du delta d'une masse de plusieurs dizaines de milliers de combattants, de valeur inégale certes, mais on a au moins 80 000 hommes qui sont aussi bons que les soldats du corps expéditionnaire qui sont dans le delta. À tel point qu'en 1953, il y aura un officier qui écrira d'une manière un peu ironique, ce n'est pas le Viet Minh, c'est pas nous, pardon, ce n'est pas le Viet Minh qui est infiltré dans le delta, mais c'est nous. Et de fait, il y a à peu près 7000 villages dans le delta du Tonkin, 5000 sont totalement aux mains du Viet Minh et les 2000 qui restent sont que très partiellement contrôlés par les Français. Et la nuit évidemment appartient au Viet Minh. Sachant que lorsqu'on parle de villages contrôlés par le Viet Minh, il y a un certain nombre de villages à l'intérieur du delta qui sont fortifiés et dans lesquels évidemment les soldats français ne pénètrent jamais. Donc on a quand même cette vision d'une guerre sans front pour l'Indochine, certes. Cependant, il y a quand même un pays Viet Minh. Il y a un pays Viet Minh au-delà du delta, mais il y a un pays Viet Minh aussi à l'intérieur du delta. Il y a des secteurs, notamment la zone sud, effectivement, qui sont très durs. On a cette représentation de la guerre d'Indochine aussi avec les troupes aéroportées ou la Légion en train de crapahuter dans ce qu'on appelle la moyenne ou la haute région, avec des opérations difficiles, certes, mais il faut savoir que la vie des groupes mobiles à l'intérieur du delta entre 52 et 54, c'est pas une partie de plaisir. Je referme la parenthèse. Donc le Viet Minh peut faire cette action sur le delta. Il peut également tenter, comme il l'a déjà fait depuis 52, son action sur le Laos ou sur le pays Thaï. Le pays Thaï, c'est quoi? C'est où? On va dire, grosso modo, c'est au nord-ouest du Vietnam actuel, dans ce qu'on appelait le Tonkin à l'époque, à proximité du Laos. Et le pays Thaï, il nous pose problème, parce qu'on a des populations qui nous sont fidèles, traditionnellement amies de la France, et on a là-bas quelques points d'amarrage encore, notamment l'Aïcho,
Laïcho, où on entretient plusieurs compagnies de supplétifs et un bataillon, mais qui sont en fait plus ou moins fixés par l'ennemi, et Laïcho n'a pas un très très grand rayonnement. Voilà. Alors, on décèle quand même, au mois d'octobre 1953, des concentrations de troupes au sud-ouest du delta. C'est la division 320 qui va tenter une action dans le delta. Ça sera l'opération Mouette. On va casser les velléités Viet Minh d'agir dans ce secteur. Ce qui fait que le général Giap va être obligé de modifier ses plans. Et il va réunir son état-major politique et militaire, et ils vont décider de réorienter la zone d'opération et de s'attaquer à Laïcho. Alors, prendre Laïcho, effectivement, ça leur agrandit encore leur territoire, parce que le Pays Thaï tombe en grande partie entre leurs mains, et puis ça porte un énorme coup au prestige des Français. Et puis à partir de Laïcho, on peut orienter vers le Laos, redescendre, et finalement, pourquoi pas faire la jonction avec les forces qui sont en Annam et voire en Cochinchine. Et donc, au début du mois de novembre 1953, nous avons notre division 316, qui est une bonne division. Ce sont des divisions qui sont à l'époque à environ 12 000 hommes, 3 régiments d'infanterie, effectifs pleins, des bons combattants. Cette division monte en direction de Laïcho, et elle est suivie par un régiment autonome dans la manœuvre. Nous, le corps expéditionnaire français identifie très rapidement la manœuvre de l'ennemi, tout simplement grâce au système des écoutes. Les Viet Minh sont très procéduriers, et tous les soirs, ils font un état à leur supérieur de l'approvisionnement, des stocks en riz, etc. Et donc on suit très très bien la progression de ces unités. J'ouvre une parenthèse. Je parlais des représentations de la guerre d'Indochine tout à l'heure, c'en est une autre. On a l'impression effectivement qu'on va obtenir le renseignement humain, notamment par les troupes de mêlée, au contact des populations, et on oppose ça volontiers aux résultats obtenus par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Alors, c'est une vision à nuancer très fortement. Le renseignement sur le corps de bataille ennemi, on l'obtient dans 2 centres, un à Dawson sur la côte orientale du Vietnam, à proximité d'Haiphong, et l'autre on l'obtient à Tan Son Nhut, au sud en Cochinchine. On a là, dans des petits bungalows, une quarantaine, une cinquantaine de sous-officiers, d'interprètes qui suivent, grâce à la radiogonométrie, le trajet des divisions Viet Minh, et également, grâce aux écoutes, on a l'intention de l'ennemi. Les rares fois où le code est changé, on n'a plus de visibilité. Donc en fait, on voit là, c'est vraiment le renseignement de régime technique qui apporte le renseignement stratégique aux Français. Alors face à cette manœuvre sur Laïcho, le général Navarre, il doit bien faire quelque chose, parce que souvent on a tendance à dire du chef, mais c'est n'importe quoi, fallait pas faire ça. Le général Navarre, il est commandant en chef, il a des contraintes et des impératifs propres. Et donc il doit bien faire quelque chose, et il décide d'aller à Dien Bien Phu. Il ne le décide pas tout seul, le général Navarre, il le décide en plein accord avec son subordonné, le général Conny, qui commande, je le rappelle, les forces terrestres du Nord-Vietnam. Le général Conny a depuis longtemps, d'ailleurs, proposé comme solution jouable pour le général Navarre d'aller occuper Dien Bien Phu si le général Navarre le souhaitait. Dès le 26 juin 1953, on a une note, le général Conny, qui reprend un petit peu les idées de manœuvre du général Salan, dit on pourrait occuper Dien Bien Phu. C'est à l'époque où on n'a pas encore déménagé Nassan, qui est devenu une base aéroterrestre en Pays Thaï, et Conny propose à l'époque, il dit on garde Laïcho, on s'installe à Dien Bien Phu, on enlève Nassan, et puis on aura comme ça deux môles aéroterrestres sur les arrières du Viet Minh, et on pourra rayonner, et on pourra
avec l'aide des maquis pro-français qui sont installés là depuis 1951, porter des coups sévères aux Viet Minh. À l'époque, l'idée n'est pas retenue, mais au mois de novembre, donc je l'ai dit, la situation a changé. Et donc l'idée de Dien Bien Phu s'impose presque naturellement pour le général en chef. Quand vous regardez une carte de la région, si vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire implanter une garnison d'une taille conséquente, susceptible de rayonner sur les arrières de l'ennemi, vous avez Lai Chau, mais Lai Chau est beaucoup trop encaissé, c'est sur un plateau, c'est indéfendable, et vous avez uniquement Dien Bien Phu, qui n'est pas une cuvette, n'en déplaise aux journalistes ou à certains. C'est une vallée, une belle vallée à mon sens. Elle fait 18 km dans son axe nord-sud et puis entre 7 et 9 dans son axe est-ouest. Et pourquoi est-ce qu'il s'installe là, le général Navarre? C'est pour éviter aussi que le Viet Minh ne s'y installe avant lui. Parce que si c'est une belle vallée, c'est aussi le seul grenier à riz d'importance de la région. On l'oublie trop souvent cet aspect-là. Mais le riz de Dien Bien Phu, les différentes récoltes, peuvent faire vivre jusqu'à l'effectif de 20 000 hommes à Dien Bien Phu. Donc, si on s'installe à Dien Bien Phu avant lui, on le prive de ce riz. On fait une base aéroterrestre. Alors une base aéroterrestre, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble logistique ravitaillé par avion, et donc c'est un ensemble logistique où le terrain d'aviation est la pièce principale et se doit donc d'être protégé. Mais ce n'est pas un camp retranché. Bien sûr, on va protéger notre pièce maîtresse, le terrain d'aviation, mais la base aéroterrestre sous-entend le rayonnement. Donc à partir de Dien Bien Phu, Navarre entend rayonner, aller bousculer le dispositif Viet Minh, et puis le dernier but assigné à Dien Bien Phu, c'est éviter plus tard que le Viet Minh ne développe sa manœuvre et ne s'en prenne au Laos. Le Laos, avec lequel la France, à la fin du mois d'octobre, vient juste de passer des accords de défense. Voilà. Alors, la décision est prise de faire l'opération Castor, et l'opération Castor a lieu le 20 novembre 1953, et au préalable, on a pris le soin de rapatrier les éléments qui étaient à Lai Chau sur Dien Bien Phu. Ça va mal se passer, et les éléments qui étaient à Lai Chau, les compagnies de supplétifs pressées par les réguliers Viet Minh vont éclater, et on récupérera que très très peu de combattants de Lai Chau, et on les enverra notamment, on les regroupera dans un groupement ad hoc et on les enverra sur le futur centre de résistance Isabelle, et notamment ils défendront le point d'appui Isabelle 5. Donc le 20 novembre, on a 3 bataillons parachutistes qui sautent sur Dien Bien Phu, rejoints le lendemain par 3 autres bataillons parachutistes. Et comme le marquera le lieutenant-colonel Langlais dans ses mémoires, ma foi, on est parti un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'on a bien des gens de l'état-major de ce qui va devenir au début, le 7 décembre, le groupement opérationnel du Nord-Ouest, c'est-à-dire l'entité administrative qui commande la garnison à Dien Bien Phu. On a bien des gens qui vont dresser un plan de défense relativement succinct, mais d'abord on n'a pas suffisamment d'effectifs pour occuper toutes les collines de la vallée, donc on va resserrer, et puis ça va se faire un petit peu comme ça. C'est ce qu'on reprochera notamment à la fin de la bataille. C'est-à-dire que contrairement à Nassan que l'on compare souvent à Dien Bien Phu, puisque c'est la première grande victoire sur un môle aéroterrestre comme ça qui a lieu en 1952, contrairement à Nassan qui a été pensé dès le début comme un camp retranché, Dien Bien Phu est conçu comme une base aéroterrestre, et donc il y a des vices initiaux qui ne pourront pas être rattrapés. Exemple, à Nassan, qui est conçu comme une base de recueil, tout de suite on envoie des sapeurs qui vont dresser les plans de feu, qui vont penser la défense et qui vont penser l'organisation défensive. À Dien Bien Phu, il n'en est rien,
Et on s'apercevra à la fin qu'on a mis du barbelé un petit peu au hasard certaines fois, que les plans de feu n'ont pas été correctement faits, que les champs de mine ont été mis au bonheur la chance. Ça sera effectivement le constat du génie de Dien Bien Phu. Nonobstant, petit à petit, les parachutistes s'en vont, sont remplacés par de l'infanterie, des tirailleurs marocains, des tirailleurs algériens, des tirailleurs thaïs, et qui commencent à plus ou moins valoriser le site. Et au début du mois de janvier, Dien Bien Phu commence à avoir son allure quasi définitive. Vous avez 10 bataillons qui occupent 8 centres de résistance et 2 bataillons de réserve. Alors là aussi c'est important, je fais une incise, mais en histoire militaire, les mots, la terminologie comptent, et bien souvent sur le livre sur Dien Bien Phu, on a un peu n'importe quoi. La dernière fois dans un journal, j'ai vu de tout, le point de tir Eliane, etc. Non, Dien Bien Phu, c'est une base aéroterrestre qui est défendue par des centres de résistance occupés par la valeur d'un bataillon, et à l'intérieur de ces centres de résistance, vous avez classiquement des points d'appui défendus chacun par la valeur d'une compagnie. Le site est divisé en 3 sous-secteurs. Le sous-secteur nord qui engerbe le point d'appui, le centre de résistance Gabriel, et celui d'Anne-Marie qui est occupé par des Thaïs. Là le but est d'interdire à l'ennemi la direction en provenance de Laïchot, du nord vers le sud, et également de couvrir le terrain d'aviation par le nord. Ensuite, vous avez cette grosse masse, ce gros sous-secteur centre qui est composé de Béatrice au nord-est, des Élianes à l'est du camp retranché. Les Élianes et les Dominiques sont véritablement une des pièces maîtresses de ce sous-secteur centre, puisqu'elle couvre directement le poumon du camp retranché, les PC, tout le soutien, etc. etc. À l'intérieur de ce sous-secteur centre, vous avez les pièces 255, une batterie à 4 pièces 255, vous avez 8 pièces de 205, et puis un certain nombre de mortiers de 120. Je crois que Dien Bien Phu, à la base, vous avez 32 mortiers de 120. Et puis vous avez le centre de résistance Isabelle qui est décroché, qui est vraiment à 6 km plus au sud. Alors pourquoi Isabelle ? Isabelle ne se justifie que pour accueillir des canons de 105, des batteries de 105 HM2. Le but d'Isabelle, sa raison d'être, c'est de pouvoir appuyer au plus près les différents centres de résistance de Dien Bien Phu, et notamment la portée limite des 105, c'est 10 km. Isabelle, normalement, est censée pouvoir appuyer Gabriel, qui est le centre de résistance le plus au nord. Alors à ce stade, au mois de janvier, Dien Bien Phu commence à donner une impression de force, et là je laisse peut-être Bénédicte nous parler un petit peu avant les combats de Dien Bien Phu, de la vision, où est-ce qu'il y a des films, on voit Dien Bien Phu avant les combats. Est-ce que les Français sont au courant de ce qui se passe? Est-ce que la presse relaie l'événement ou Je vois le colonel. Non, mais est-ce qu'on fait à Dien Bien Phu des visites d'autorité? Ah oui, on fait à Nassan en 52. Nassan l'hiver 52. Il y a quoi? Il y a combien? Une centaine de visites d'officiels. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, le service cinématographique des armées est en grande partie consacré à ce moment-là à filmer les visites qui ont lieu à Dien Bien Phu avant le début de la bataille. Ouais. Ils viennent tous les uns après les autres. C'est pour ça d'ailleurs que... Alors ils viennent dès le début de Castor, ils viennent dès novembre 53, si mes souvenirs sont bons, et dès ce moment-là, on a Schoendoerfer, il est à ce moment-là à Dien Bien Phu, il est en janvier, enfin voilà, il filme énormément. Après, sur des films
postérieures à la guerre qui montreraient Dien Bien Phu avant la bataille. Là, j'avoue que je sèche, sauf dans Switch Under Fire, on voit Dien Bien Phu à la veille du début de la bataille, mais pas à ce moment-là. De toute façon, on en reparlera après, mais enfin, le récit de la guerre d'Indochine a posteriori est fait de trous noirs et de quelques flashs, on y reviendra. D'accord. Alors, donc effectivement, Dien Bien Phu, eh bien, on est à l'époque du festival de Cannes, c'est Cannes. C'est-à-dire, c'est le lieu où il faut être vu, et effectivement, et donner son avis. Alors, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Blanc, dit c'est Verdun. Le général Gilles, qui est à l'origine de Nassan, dit que cette expression Nassan, c'était du bricolage à côté, et de fait, de Dien Bien Phu se dégage une impression de puissance. Par rapport aux photographies aériennes du mois de novembre, où on a cette vallée avec ce petit village de Muong Tan, qui est le nom thaï de Dien Bien Phu, qui veut dire la ville du ciel, avec toute cette verdure, eh bien, on a véritablement un théâtre de guerre. La végétation a disparu et la terre a été retournée dans tous les sens. Alors il y a quand même, pas du côté français, mais du côté américain, quelques voix qui s'élèvent pour mettre en doute la valeur de ces fortifications. Ce sont des officiers américains et qui savent de quoi ils parlent, puisque eux, ils ont eu affaire aux Chinois en Corée, et on sait qu'à partir de 51 en Corée, la guerre s'est enterrée, et qu'en termes de fortification de campagne, l'adversaire communiste était largement supérieur à ce que pouvaient faire et voire imaginer même les Occidentaux. Et effectivement, à y regarder de plus près, les fortifications de Dien Bien Phu souffrent de leur faiblesse. Alors, leurs faiblesses, elles sont dues à plusieurs choses. D'abord, on a un manque de matériaux du génie. Très clairement, des matériaux qui ne manquaient pas à Nassan. À Nassan, il y avait du bois d'œuvre, donc du bois d'œuvre c'est-à-dire du bois droit qui permet de faire quand même et de bien étayer, de faire des bons soutènements. Ça n'existe pas à Dien Bien Phu, ou alors si ça existe, il faut aller le chercher très loin. Et très rapidement, de toute manière, on va en parler, Dien Bien Phu, la mission de rayonnement est caduque, on ne peut pas rayonner, on ne peut pas aller chercher de bois, et donc on va se retrouver avec du mauvais bois et en quantité insuffisante. Le potentiel aérien ne permet pas de toute manière de pallier ces insuffisances, et donc on se retrouvera sans véritable bois d'œuvre. Ensuite, à Nassan, on avait fini par ouvrir une petite carrière qui débitait du gravier pour les couches d'éclatement. À Dien Bien Phu, on n'a pas tout ça. Alors, faute de matériaux génie, on va quand même faire de la fortification un peu à la Dubout, comme on dit, et puis on pense que ça collera. Et en fait, ça ne va pas coller. On a des rapports de fin de bataille qui disent que 75% des fortifications, des abris à Dien Bien Phu, que ce soit des abris passifs où les hommes peuvent se reposer ou actifs qui abritent des armes automatiques, 75% n'étaient pas à l'épreuve du 57 mm, ce qui est quand même très faible. Et on a un certain nombre de témoignages comme ça, notamment des parachutistes qui ont sauté au mois de novembre 1953, et lorsqu'ils ressautent dans l'urgence parce que ça va mal à Dien Bien Phu au mois de mars, sont surpris que finalement les choses n'ont pas tellement avancé dans certains secteurs. Alors, on reprochera aussi aux fantassins sur place de ne pas avoir tellement tout fait pour faire des belles fortifications, mais d'une part, eux n'avaient pas forcément le renseignement qu'avait leur chef concernant la puissance de l'artillerie Viet Minh, et puis de l'autre, donc ils avaient évidemment une propension à ne pas creuser plus que ça, et puis de l'autre, les bataillons d'intervention qui étaient tout le temps de sortie étaient exténués, effectivement, si on ne les motivait pas plus pour creuser leur abri, ils ne le faisaient pas d'eux-mêmes. Donc Dien Bien Phu va souffrir d'entrée d'une faiblesse de la fortification. Nous sommes au mois de janvier. Au mois de janvier, déjà, nous sommes au mois de janvier. Le Viet Minh
normalement a prévu d'attaquer au mois de janvier, et puis finalement, il ne se sent pas prêt. Pourquoi il ne se sent pas prêt? Eh bien parce que il n'a pas suffisamment de quoi alimenter la bataille, notamment en termes de munitions, de choses comme ça. Un élément va accélérer les choses, c'est la décision prise lors d'une conférence qui a lieu à Berlin. C'est un trou à Berlin. La décision est prise politiquement de réunir une conférence à Genève pour le mois de mai, et on décidera de la situation en Corée, et puis on décidera aussi du sort de l'Indochine. Et évidemment, la tentation est grande pour le Viet Minh et ses alliés chinois d'arriver à la table des négociations avec un atout maître, à savoir la chute du camp retranché de Dien Bien Phu. Et à partir de là, les calculs faits par les Français sont dépassés, et on le voit très bien parce qu'on a absolument tout dans les bulletins de renseignement, il n'y a pas de fatalité là non plus. L'aide chinoise explose et le matériel afflue, les canons de 37 affluent, on a 67 pièces de 37, à savoir un régiment de DCA en plus. C'est véritablement lui qui va étouffer Dien Bien Phu. Et donc, alors on a ces images avec le Bodoï et sa bicyclette, mais évidemment on a un train routier d'environ 800 camions le train routier qui fait la Noria. Et le 13 mars 1954, on sait à quelle heure exactement ils vont attaquer, le général Giap, qui commande l'armée populaire, attaque à Dien Bien Phu. Et commence alors 56 jours de combat, 56 jours, 56 nuits de combat. J'accélère. 3 phases principales. Le Viet Minh se débarrasse de Béatrice au nord-est, ensuite de Gabriel, et puis le centre de résistance Anne-Marie est plus ou moins déserté par ces soldats thaïs qui ne s'attendaient pas à un tel déluge de feu, et ce qui fait que finalement, au bout d'une semaine de combat, toute la face nord-est de ce qui est devenu de fait un camp retranché se retrouve à découvert. On va essayer différents stratagèmes pour faire continuer les avions à atterrir. Ça ne marchera pas. Le 26 mars, la piste d'aviation n'est plus opérationnelle, et à partir de là, ça sera des parachutages de plus en plus compliqués au fur et à mesure où la superficie du camp se rétrécira. On a ensuite une phase de grignotage du dispositif français à partir du 15-16 mars. Pourquoi ? Parce que les attaques sur les centres de résistance Béatrice et Gabriel ont été très coûteuses pour le Viet Minh, qui change de tactique. Là encore, à mon avis, les conseillers chinois y sont pour beaucoup. À la fin du mois de mars, on a cette grande bataille dite des 5 collines. Les Dominiques et les Élianes sont prises à partie, et on aurait pu très rapidement voir la bataille se terminer là. Il s'en est fallu de peu de choses, comme souvent à la guerre, d'un lieutenant d'artillerie qui prend une initiative, de 3 soldats postés au bon endroit, et donc Dien Bien Phu est sauvé. Mais à partir de là, même si on continue à alimenter la bataille par des renforts, et notamment des renforts de parachutistes non brevetés, dans les états-majors, lorsqu'on lit les papiers, on fait semblant d'y croire, mais on pense quand même que ça va être très très difficile. Au mois d'avril, à la mi-avril, la pluie fait son apparition, et donc c'est une nouvelle contrainte pour les survivants de la garnison du camp retranché. Et finalement, à cette date-là, au mois d'avril, on a environ 3000 hommes capables de se battre, pas plus, alors que le Viet Minh reçoit des renforts et une infanterie fraîche. Il dispose à la fin de la bataille d'environ 15 000 hommes fantassins purs, à opposer aux quelques Français exténués sans munitions. Et puis vous avez l'offensive finale au début du mois de mai, le 1er mai, et ça va s'étaler jusqu'au 7 mai, où les points d'appui tombent les uns après les autres. Et puis le 7 mai à 17h30, le calme se fait sur la vallée de Dien Bien Phu. La garnison française a cessé d'exister.
vous avez le centre de résistance Isabelle qui tentera une sortie de nuit et qui tournera vite court, et à 1h50 le 8 mai, eh bien, on peut dire que la défaite des Français est totale. Commence alors un nouveau calvaire pour les survivants français. Et quand je dis français, avant de clore, je m'explique, ce qu'on appelle français, en fait c'est un terme générique, puisqu'à Dien Bien Phu, vous avez équitablement réparti entre 25% de troupes français métropolitains, 25% de légionnaires, 25% de tirailleurs algériens ou marocains et 25% de vietnamiens. Bon, alors eh bien, pour tous ces survivants, eh bien, commence un autre calvaire, celui de la captivité, et puis eh bien, commence pour certains la chasse aux responsables. Et puis c'est là que commence aussi la mémoire de Dien Bien Phu. Hein. Oui. Bon, j'étais un peu long, emporté par ma passion. Bien légitime. Oui, donc je vais essayer moi, de vous brosser assez rapidement ce qu'on peut appeler la mémoire de Dien Bien Phu. Le terme est toujours un petit peu ambigu, flou. Vous savez que quand on travaille en histoire des représentations, on est en plus toujours suspecté d'un tas de choses, parce que là on était dans l'histoire militaire, j'allais dire dans la science dure, quoi, vous voyez, dans la science dure de la science molle qu'est l'histoire, si je puis dire. Là moi j'entre dans le champ mou de la science molle, donc autant vous dire que je suis consciente de toute la part de fragilité que peut avoir mon propos, si ce n'est qu'on a quand même des outils pour travailler. Alors je ne vais pas prétendre vous faire le récit de la guerre d'Indochine après la guerre d'Indochine sur cette période, sur ces 60 ans, parce que ce serait un peu présomptueux, mais essayer de vous donner comme ça quelques traces, quelques idées, et puis on pourra après ensuite en parler plus amplement si vous le souhaitez. Je commencerai mon propos en disant que pour la première fois sur une décennie en 4, si je puis dire, depuis 1954, donc cette année en 2014, le 7 mai 2014, les médias grand public ont été extrêmement silencieux sur l'anniversaire de la chute de Dien Bien Phu, qui était pourtant un anniversaire donc de décennie, puisqu'on était aux 60 ans, et je crois que c'est la première décennie depuis 54, 64, 74, 84, 94, 2004. Il y a eu des choses dans les médias grand public, en particulier à la radio et à la télévision, à partir du moment où il y a eu télévision évidemment, sur cet anniversaire, et cette année aux 2 journaux télévisés de TF1 et de France 2, ça a été le silence total. Alors on était à la veille du 8 mai, qui est aussi un anniversaire important cette année. Il y avait une actualité très chaude, il y avait un mort au Mali, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'actualités militaires au sens large ce jour-là, mais ça me paraît quand même être un signe révélateur. Il y a eu quelques articles, quelques tribunes, mais finalement assez peu de choses. Pour autant, je ne veux pas dire par là que c'est le silence total dans cette mémoire de la guerre d'Indochine, parce que c'est pas le cas. Je vais d'abord essayer de vous brosser un tableau de cette mémoire en général, et puis parler peut-être plus précisément de Schoendoerfer après, et de la place qui tient justement dans ce cadre-là. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que la mémoire de la guerre d'Indochine, elle est marquée très rapidement par un grand morcellement. En fait, les anciens combattants parlent toujours de silence ou de non-reconnaissance. En fait, il y a bien une mémoire qui existe, parce qu'il y a toujours une mémoire des événements. Il y a une mémoire de Dien Bien Phu, il y a une mémoire pour ceux qui ont vécu la RC4 et la captivité après la RC4, qui est un peu la minorité de la minorité, si je puis dire, parce que c'est ceux dont on parle encore moins. Mais il y a une mémoire qui est tout de suite très morcelée. On a des récits, on a beaucoup d'anciens qui commencent à écrire à partir des années 60, mais c'est une mémoire cloisonnée qui ne sort pas d'un petit cercle d'anciens et d'un public qui s'intéressent à cette question pour des tas de raisons différentes, soit parce que quelqu'un de leur famille est mort. Dans cette guerre, c'est Alain Ruscio et Serge Quinière dans Dien Bien Phu, Mythe et Réalité qui montrent ça très bien, soit pour des questions d'affinité idéologique, parce qu'il y a une nostalgie de la plus grande France, de la France coloniale, parce que dans le contexte de la guerre d'Algérie, entretenir cette mémoire de la guerre d'Indochine jusqu'en 1962 joue aussi un rôle politique, militant, pour une certaine frange de la droite ou de l'extrême droite, en tout cas de la droite nationaliste de l'époque, et de la droite et des milieux Algérie française qui n'étaient pas exclusivement de droite, mais en tout cas des milieux Algérie française. Donc on a une mémoire qui rapidement est cloisonnée. Et du côté des images à ce moment-là, dès les années 50, 60,
ce cloisonnement est caractéristique et il est en plus empreint d'une grande nostalgie. Ça veut dire que toutes les images qu'on voit sur le Vietnam à la télévision française dans les années 50, 60 et 70 avec la guerre américaine au Vietnam, en fait sont toujours montrées avec une évocation de notre guerre, comme si on n'arrivait pas à passer ce souvenir-là et à s'intéresser au Vietnam tel qu'il est, mettons en 1970, donc très empreinte de nostalgie. On monte la guerre américaine, par exemple dans 5 colonnes à la une, très souvent avec une référence, une comparaison avec ce que les Français ont vécu, et sont invités souvent dans 5 colonnes à la une des anciens de la guerre d'Indochine française pour commenter la guerre américaine, avec la répétition d'un certain nombre j'allais dire de lieux communs, mais qui ne sont pas que de lieux communs, qui sont pour une part une vérité, pour une part évidemment un récit reconstruit sur la comparaison entre cette guerre de riches que vivent les Américains et cette guerre de pauvres que nous avons vécue, sur la comparaison entre ce lien qui n'existe pas entre le peuple américain et les peuples de l'Asie du Sud-Est et ce lien qui existait entre le peuple français et les peuples d'Asie du Sud-Est, qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur cette image qu'on a du renseignement français dû au contact avec les populations locales. On a, voilà, donc à la fois un cloisonnement dans des milieux très restreints, et puis quand ça sort de ces milieux très restreints pour des raisons d'actualité et d'information du grand public français, une référence toujours à cette guerre d'Indochine, avec un récit qui est en train de se construire et qui en fait est un récit qui va se bâtir sur un certain nombre de flashs, comme je vous le disais tout à l'heure, de lieux, de moments de la guerre d'Indochine, au détriment d'un certain nombre d'autres lieux et d'autres moments, avec donc beaucoup de vide et beaucoup d'évitement. Pour ce qui est des récits de fiction, alors la littérature est très rare, hein, il n'y a pas de grands romans ou de grandes œuvres qui est marquée, qui mettent en scène cette guerre d'Indochine après 1954. Il y a des romans qui sortent, alors il y a la trilogie des Rois de Bergotte, je perds le nom, Fleuve lointain, Sud lointain, bref, c'est une trilogie romanesque qui va de la colonisation à la décolonisation. Mais il y a peu d'œuvres littéraires. Pardon ? Les bouquins de Hougron. Les bouquins de Hougron, et puis le tout dernier, on peut dire L'Art de la guerre d'Alexis Génie, Goncourisé, qui met en scène un ancien de la guerre d'Indochine, mais dans des circonstances, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement laudatif, mais enfin voilà, c'est au moins une évocation de la guerre d'Indochine en littérature. Et du côté du cinéma, quand on essaye de répertorier les quelques rares films pour lesquels la guerre d'Indochine n'est pas qu'un prétexte à faire démarrer un scénario, une comédie romanesque, une histoire de cœur ou que sais-je encore, ou une histoire de grand banditisme, les films qui vraiment prennent pour cadre, pour base du scénario tout au long du film La guerre d'Indochine, on en compte une petite dizaine en étant très généreux. Ils ne sont pas tous passés à la postérité. Alors certains ont une valeur mais ne sont pas passés à la postérité. Alors il y en a 3 qu'on identifie, dont certains se souviennent en général parce que ce sont ceux de Claude Bernard Aubert, qui avait lui-même été journaliste reporter en Indochine. C'est d'abord Patrouille de choc, donc de Claude Bernard Aubert. C'est pardon, ils sont pas dans l'ordre. Patrouille de choc sort en 57. En 66 sort Le facteur s'en va en guerre, toujours de Claude Bernard Aubert, donc avec quand même des grands comédiens, Aznavour, Galabru, Pierre Mondy, Daniel Secaldi, donc des pointures du cinéma français. Et puis Claude Bernard Aubert en 1980 réalise Charlie Bravo, qui a fait moins de bruit, mais qui a quand même été identifié à l'époque. Il y en a quelques autres, je vous les cite en vrac. Il y a Mort en fraude de Marcel Camus en 57, qui est aussi un des premiers sur la guerre d'Indochine. Fort du fou de Léo Johannon en 1963, qui pareil n'était pas un très mauvais film, mais qui n'est pas passé à la postérité. Transit à Saigon de Jean Le Duc, qui sort en 63. Je pense que tous ces titres ne vous disent absolument rien. Il y a évidemment, alors c'est un film américain mais qui était aussi destiné au public français, l'adaptation des Centurions par Robson en 1966. Et puis dans cette pauvre filmographie, il y a évidemment les films de Pierre Schoendoerfer qui occupent la moitié, enfin au moins 40% de l'effectif, 35% de l'effectif, et les romans qui les accompagnent, puisque très souvent, vous le savez, on a chez cet auteur un échange des romans au film et des films au roman. Donc on a une filmographie très maigre,
qui là encore, alors j'y reviendrai en parlant de la plus précisément de Pierre Schoendoerfer, mais entretient un récit de la guerre d'Indochine qui est extrêmement parcellaire, on y reviendra tout à l'heure, centré quasi exclusivement sur la guérilla de jungle comme type de conflit, et avec souvent d'ailleurs des scénarios un petit peu pauvres. Quand les scénarios sont un peu enrichis, c'est le cas par exemple pour Charlie Bravo de Claude Bernard Robert, c'est pour montrer des troupes françaises qui se sont extrêmement mal conduites en Indochine avec une dérive de la violence. En fait, Claude Bernard Robert fait un petit peu un film à l'américaine sur la dérive d'une unité avec un chef qui perd ses repères et qui finit dans cette jungle étouffante, envahissante, dans cette guerre dont il ne comprend pas les tenants et les aboutissants, par se livrer à une guérilla personnelle extrêmement violente pour les populations civiles. Donc voilà pour ce qui est de la filmographie. Il y a, sur le plan de ce récit, alors j'essaye de continuer un peu dans ma chronologie, un moment où il va y avoir une curiosité renaissante pour la guerre d'Indochine. À l'époque, on se demande si c'est quelque chose qui va durer ou pas. On peut dire maintenant que ça n'a pas duré. C'est au moment où François Mitterrand, en 90, 91, 92, se préoccupe très sérieusement de la relation franco-vietnamienne. Vous savez que le Vietnam entame son ouverture, le Doi Moi, en 1987, 88, 89. C'est un moment où le Vietnam donc, est très preneur de relations avec l'étranger. François Mitterrand a un vrai souci d'entretenir cette relation. Il a dans son entourage d'autres personnes qui ont un réel souci de la relation franco-vietnamienne, Jacques Attali par exemple. Et donc, il y a une diplomatie culturelle, outre le voyage d'État qui va avoir lieu en 1993 et qui va donner l'occasion de montrer le Vietnam contemporain à la télévision française et de rappeler ce pan de notre histoire commune. Il y a une diplomatie culturelle active qui se met en place, qui aboutit au déroulement de 3 tournages au Vietnam en 1991 et 92. Le tournage de L'Amant de Jean-Jacques Hano, de Indochine de Régis Varnier et de Dien Bien Phu de Pierre Schoendoerfer. Donc en fait souvent on ne s'est pas rendu compte de ça, mais ces 3 films qui sortent en 1992, qui entament en quelque sorte le quarantenaire qui va avoir lieu en 1994, sont 3 films qui s'insèrent réellement dans un moment diplomatique particulier voulu par François Mitterrand. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais le tournage de Dien Bien Phu, parce que c'est celui que je connais le mieux, est un tournage qui a eu lieu parce que Jacques Attali a fait ce qu'il fallait auprès de celui qu'on appelait le milliardaire rouge à l'époque, Jean-Baptiste Doumingue, qui faisait le commerce de blé entre l'Ukraine, l'URSS et l'Occident, qui lui-même est intervenu auprès du gouvernement vietnamien, je vous raccourcis les procédures, qui a permis qu'il y ait ce tournage sur place, et c'est pour cette raison que le producteur de ce film, Jacques Kirchner, est un producteur trotskiste qui affichait ses accointances trotskistes, et c'est ce producteur qui est venu chercher Pierre Schoendoerfer pour écrire le scénario et réaliser le film. Donc on est vraiment dans un cadre très particulier, mais cette parenthèse de curiosité sur notre relation et notre mémoire commune s'est assez vite refermée, et depuis il n'y a pas eu de film ou pas de grande œuvre à part L'Art de la guerre d'Alexis Génie qui met en scène donc cet ancien de la guerre d'Indochine, mais je vois que certains soufflent au fond de la salle. Non mais c'est pas, voilà, il a été goncourisé, donc on a parlé de la guerre d'Indochine. Voilà, c'est juste à ce titre que je l'évoque. Voilà, donc forcément dans ce et pour le reste, donc le récit de la guerre d'Indochine se fait essentiellement par les mémoires des anciens combattants et par le biais des récits des anciens. Alors quelques-uns évidemment sortent du lot. C'est sûr, il est évident qu'Élie Denoy de Saint-Marc, par la manière dont il raconte la guerre d'Indochine et l'Indochine, contribue à l'entretien de cette mémoire, mais on n'est pas dans la fiction, mais on est au-delà de la mémoire d'anciens combattants stricto sensu, puisque c'est une œuvre qui sort du cadre strict du milieu des anciens combattants et du récit d'anciens combattants. Donc évidemment, dans ce paysage assez pauvre, l'œuvre de Pierre Schoendoerfer occupe une place très particulière, et pour vous montrer à quel point elle compte dans la manière dont l'histoire de cette guerre s'est transmise avec ses vides et ses pleins, il m'est arrivé de m'entretenir avec des anciens combattants de la guerre d'Indochine. Je les faisais parler de la guerre d'Indochine parce que ça m'intéressait. Ils me racontaient une guerre qu'ils ont menée sur les hauts plateaux, au Tonkin, ou qu'ils avaient menée ou pas. Mais c'était, voilà, je leur demandais c'était quoi la guerre d'Indochine. C'était les hauts plateaux, au Tonkin, dans des unités jaunies. On était très peu de blancs, beaucoup de supplétifs locaux, très isolés dans la jungle. On avait peu de renseignements. La hiérarchie militaire ne s'occupait pas de nous. On était très seuls.
et c'était en même temps notre grande aventure. Et puis au fil de l'entretien, quand je les faisais un peu creuser sur leur histoire personnelle, je me rendais compte qu'ils s'étaient battus dans les deltas, dans des groupes mobiles, dans des unités très peu jaunies, avec un lien très fréquent avec leurs autorités supérieures, avec l'état-major, etc., etc. Mais simplement, dans leur mémoire, l'œuvre de Pierre Schoendoerfer occupait une telle place qu'en fait, ils me racontaient tous la 317e section, et il fallait creuser pour qu'ils me racontent autre chose que la 317e section. Et j'ai trouvé ça extrêmement révélateur. Je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est arrivé assez fréquemment. Alors Pierre Schoendoerfer, là-dedans, que raconte-t-il? Vous connaissez tous, comme on est peu nombreux, je me permets cette petite interaction, vous avez tous vu les films de Pierre Schoendoerfer, vous connaissez tous Pierre Schoendoerfer, donc je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, on va gagner du temps. Pierre Schoendoerfer, la guerre d'Indochine qu'il montre, quelle est-il? Il montre d'abord une guerre de guérilla dans l'essentiel de son œuvre, puisque ce qui intéresse Pierre Schoendoerfer dans le récit de la guerre, c'est la relation interhumaine, beaucoup plus que la grande bataille et les tenants et aboutissants géopolitiques, politiques et stratégiques des conflits. Donc il montre une guerre de guérilla pour plusieurs raisons. D'abord donc parce que la relation interhumaine l'intéresse en premier lieu et le destin de l'homme dans la guerre l'intéresse plus que le contexte stratégique et géopolitique. Et puis parce que c'est dans la guerre que lui a vécu en Indochine comme caméraman des armées l'expérience qui, disait-il, l'a le plus marqué. Je précise, disait-il, parce qu'en fait là encore, quand on s'entretenait avec lui, on se rendait compte que l'expérience qu'il avait le plus marquée était non pas celle de la guérilla dans la jungle, mais celle de la bataille à Dien Bien Phu, qui en fait avait été le moment traumatisant de son expérience militaire. Mais dans la manière dont lui a réussi à construire un récit sur cette guerre, c'est la guérilla qui a pris le pas, parce que là encore il avait rencontré des lieutenants, des capitaines, que c'était les hommes qui les intéressaient, parce qu'ils étaient le nœud de la guerre, le nœud du combat, et que c'est là qu'il avait trouvé, disait-il aussi, des grands frères et des pères de substitution, lui qui avait été orphelin très jeune, des jeunes pères à l'époque, mais voilà, en tout cas des figures paternelles, des figures viriles qui l'ont marqué dans son initiation quand il arrive en Indochine. Donc il montre une guérilla qui se déroule dans la réalité pour la 317e section. Vous le savez, le tournage a eu lieu au Cambodge, donc au Mondolkiri, province très reculée, mais qui en fait illustre tout les territoires de guérilla, donc tous les hauts plateaux, le pays Thaï, le Laos, etc. Toute cette guerre qui s'est déroulée dans ces zones-là de l'Indochine. Il montre aussi également une guerre qui est complètement isolée des discussions politiques et stratégiques. C'est-à-dire que dans les films de Pierre Schoendoerfer, alors j'en reparlerai avec Dien Bien Phu, mais même dans Dien Bien Phu, la guerre est toujours isolée de son contexte plus large, de son contexte géopolitique, de ce qui se passe ailleurs, de ses enjeux idéologiques. À très peu de moments affleurent les enjeux idéologiques de la guerre d'Indochine dans l'œuvre de Pierre Schoendoerfer. Dieu sait pourtant si après, en captivité, il a eu le temps et l'occasion de réfléchir aux enjeux idéologiques de la guerre d'Indochine. Et puis, c'est une guerre... excusez-moi, je perds le fil. C'est une guerre également qui est sans état-major, à peu de choses près, sauf dans Dien Bien Phu, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est une guerre qui se déroule dans une nature et une géographie qui comptent presque autant que les hommes qu'ils mettent en scène. C'est-à-dire qu'ils nous montrent un territoire qui est empreint, alors, dans la 317e section et pour ce qu'on voit aussi dans le Krap-Tambour, donc de cette guerre de guérilla, alors avec le Krap-Tambour sur la rivière, le bateau qui avance dans la jungle, etc., et quelques incursions dans la jungle. Et puis, pour Dien Bien Phu, un territoire qui est empreint de nostalgie coloniale quand il montre la ville de Hanoï, où il nous montre vraiment un Hanoï paré de tout l'exotisme colonial, y compris dans la décadence de l'Empire, dans l'ambiance de fin d'Empire qui règne à Hanoï. Ils mettent en valeur tous les hauts lieux de la colonisation à Hanoï, le Grand Hôtel, l'Opéra, je vais évidemment oublier, le pont Paul Doumer, etc. Bref, tous ces lieux qui montrent l'empreinte française, l'empreinte coloniale à Hanoï. Et puis enfin, c'est une guerre où les populations locales et civiles tiennent aussi une place,
puisque dès la 317e section, il s'attache à montrer les supplétifs locaux, les Cambodgiens, très importants dans la 317e section. Il montre les ethnies locales dès la 317e section aussi, à un moment où perdu dans la jungle, fuyant du nord Cambodge au sud Cambodge, la section ne sait plus quels sont si le poste fictif de Tao Tsai qu'elle essaie de rejoindre tient encore, et ce sont des ethnies locales qui croisent dans la jungle, qui les renseignent sur la chute de Tao Tsai et sur la présence des unités Viet Minh autour d'eux. Donc la place de ces populations locales auprès des Français, c'est aussi les populations civiles qui apparaissent, en particulier dans Dien Bien Phu, à Hanoï en particulier. Et là on retrouve un récit empreint de nostalgie coloniale, puisque on a la tenancière de la fumerie d'opium qui ne tient pas qu'une fumerie d'opium, laisse entendre le réalisateur. On a la jeune épouse d'un soldat français qui accouche avant que ce soldat ne saute à Dien Bien Phu. On a ces figures féminines vietnamiennes très importantes pour Pierre Schoendoerfer qui jouent énormément. Ça, c'est pour cette guerre que montre Pierre Schoendoerfer avant Dien Bien Phu, même si j'ai déjà fait une incursion dans Dien Bien Phu, donc qui est quasi exclusivement une guerre de guérilla menée par de petites unités coupées de leur base, pour faire rapide. Avec Dien Bien Phu, Pierre Schoendoerfer se trouve confronté à un autre récit de la guerre d'Indochine. Il ne l'a pas choisi. Ce n'est pas le sujet qu'il choisit. Il était très encombré de ce sujet quand on lui a proposé. Il a accepté pour ne pas que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ce qu'il disait en tout cas. Il a été très encombré, très embêté pour écrire le scénario. Il a peiné à l'écrire, à tel point qu'on lui a adjoint un co-scénariste pour l'aider à accoucher de ce récit. C'était un homme qui était, pour ceux qui l'ont connu, qui était assez facilement tourmenté par ses souvenirs de la guerre et pas seulement. Donc il a peiné à écrire ce scénario et il est confronté à un autre récit de la guerre qui le force à sortir de ce cadre de la petite unité, chère à son cœur, qui lui permet de mettre en scène le destin de l'homme au combat dans ce qu'il y a de plus épuré, si je puis dire. Et donc il doit choisir une forme de récit qui lui permet de montrer une bataille. Voilà. Et là, c'est pour lui beaucoup plus compliqué, ce qui explique, pour ceux qui ont vu le film, la qualité moindre, dirons-nous, du film, même s'il y a de grandes choses, il y a de belles choses dans ce film, mais dans la longueur, on est moins convaincu que par la 317e section ou le Krap-Tambour. Et là, il montre, dans ce récit de la bataille, il est obligé de sortir de l'isolement de cette petite unité. Et il est confronté à la question de la mise en scène du contexte stratégique et du rôle de l'état-major dans cette histoire. Et là, il va contribuer à entretenir une certaine mémoire de Dien Bien Phu, qui est celle de l'abandon des hommes sur place et de l'indifférence de l'état-major. Voilà, c'est ce que raconte Pierre Schoendoerfer, et par un procédé très simple qui était à la fois pour lui un évitement personnel parce que ce n'est pas ce qui l'intéressait le plus et qu'il n'avait pas envie de rentrer dans ce récit-là, parce que lui-même il ne s'intéressait pas beaucoup à savoir qui étaient les responsables de la défaite. Ce n'est vraiment pas un sujet qui le passionnait. Et donc on voit à Hanoï, si vous vous souvenez, des bureaux absolument vides, au plus fort de la présence humaine dans ces bureaux de l'état-major à Hanoï. On voit un colonel, me semble-t-il, si j'ai l'image bien en tête, qui est joué par Jacques Allaire d'ailleurs, qui montre une carte de Dien Bien Phu avec sa réglette en disant Isabelle est tombée, Gabriel, et voilà, enfin bref, qui fait l'état des lieux. Mais sinon, on ne voit ces bureaux en général que le soir, dans la pénombre, voire dans la nuit, au plus fort de la nuit, donc vraiment dans la pénombre, des bureaux vides, et n'échange dans ces bureaux que un pilote militaire joué par Patrick Chauvel, neveu de Pierre Schoendoerfer, reporter de guerre, et un commandant, un capitaine, pardon, le capitaine Morvan. Donc on ne monte pas au-dessus en grade, et on voit que ces deux hommes qui ensemble constatent l'incurie de leur chef. Donc par ce récit-là, Dien Bien Phu contribue à entretenir une certaine mémoire. Dien Bien Phu contribue Pierre Schoendoerfer contribue à entretenir une certaine mémoire de Dien Bien Phu. Le résultat de ce grand récit, c'est qu'en fait, il permet. Enfin, le résultat et le pourquoi de ce grand récit, c'est qu'en fait, Pierre Schoendoerfer n'a jamais
prétendu mettre en scène l'histoire de la guerre d'Indochine. Il ne prétendait pas faire œuvre d'historien, il ne prétendait même pas faire des films historiques, comme certains veulent le faire quand il réalise un certain nombre de films de fiction historiques. Lui ne prétendait même pas au film historique. Et en fait, la préoccupation de Pierre Schoendoerfer était de mettre en scène une aventure humaine, le destin d'hommes dans la guerre, destin marqué en fait par une grande aventure initiatique qui se déroule de l'Indochine à l'Algérie, avec l'accouchement à l'âge d'homme en Indochine, dans l'adversité de cette guerre, mais d'une guerre, j'allais dire pure, détachée des enjeux idéologiques très lourds qu'ont été ceux de la guerre d'Algérie. Et là on voit qu'on entretient un récit de la guerre d'Indochine qui est extrêmement mythifié également, parce que ce n'est pas complètement la réalité de la guerre d'Indochine, loin de là. Et puis des destins qui se dénouent en Algérie de manière dramatique et tragique, parce que là il ne s'agit plus seulement de combattre à la loyale contre un ennemi, puisque c'est un peu ce que montre Pierre Schoendoerfer avec l'Indochine, même si le Viet Minh n'est pas complètement un ennemi absolument loyal, mais il y a une reconnaissance du rôle de l'adversaire. En Algérie, l'adversaire n'est même plus tellement le combattant du FLN, il est en fait un adversaire intérieur. C'est les propres hésitations, les propres doutes des officiers qui ont à combattre dans cette guerre. C'est ce que montre le Krap-Tambour et l'honneur d'un capitaine, avec une inversion chronologique, puisque l'honneur d'un capitaine montre les premières hésitations sur la pratique de la torture, et puis le Krap-Tambour, la question du putsch et de la désobéissance. Mais voilà, ce qui intéresse Pierre Schoendoerfer, c'est que la guerre d'Indochine est un prétexte, est plus qu'un prétexte, c'est une source d'inspiration très lourde, un moment très marquant pour lui et pour sa génération, pour cette génération qui a combattu là-bas, mais elle est une étape de ce grand destin initiatique de jeunes officiers, puisque ce sont les personnages qui l'intéressent le plus, qui le mettent en scène. En montrant l'Indochine de cette manière-là aussi, il permet aussi de montrer une Indochine avec qui tout reste possible, et en particulier avec Dien Bien Phu, un Vietnam avec qui tout reste possible, puisque ce n'est que dans Dien Bien Phu qu'affleurent les enjeux idéologiques. On a le personnage d'un patron de presse vietnamien au début du film à Hanoï, indépendantiste, nationaliste, qui explique le pourquoi de son combat pour l'indépendance. Mais avec cet homme, ils sont adversaires, les Français et cet homme sont des adversaires, mais avec lui tout restera possible, parce qu'il dit bien que nous partageons une culture commune. Ce patron de presse vietnamien, il cite Victor Hugo, il cite l'idéal de la Révolution française, il cite le 19e siècle français, et il met en avant cette culture commune que nous partageons. Et en fait, dans sa manière aussi de montrer le Vietnam, la nature, cette géographie qui a énormément marqué Pierre Schoendoerfer, comme il a marqué un certain nombre d'autres. Certains étaient rebutés en arrivant, d'autres c'était le mal jaune, je ne vais pas vous faire le dessin. Pierre Schoendoerfer contribue aussi à entretenir cette idée que certes il y a eu une guerre d'indépendance, une guerre violente, mais qu'entre la France et le Vietnam tout reste possible. Et finalement, ce qui se passe en 1990, la manière, au moment où Mitterrand se préoccupe de la relation franco-vietnamienne en 90, entre 90 et 95, la manière dont les médias français à ce moment-là parlent de l'histoire commune entre la France et le Vietnam et de cette relation qui se renoue, est fortement empreinte de cette idée que entre la France et le Vietnam, il y a une histoire particulière et que tout reste possible. Et c'est d'autant plus amusant que quand on voit quelle est la réalité des relations franco-vietnamiennes sur le plan diplomatique et économique 60 ans plus tard, on voit bien que certes tout est possible, mais qu'il ne se passe pas grand-chose dans la pratique. Oui, tout est toujours possible, mais il va falloir s'affoler un petit peu si on veut que ça le reste, parce que d'autres prennent la place et la prennent de manière très efficace. Après Mitterrand, en fait, la diplomatie s'est arrêtée. Les échanges culturels sont très pauvres. On a quelques chaînes françaises câblées. Canal+ a ouvert une chaîne là-bas. Par le biais de son groupe international, mais enfin voilà, on a des échanges très culturels possibles. Et je terminerai là-dessus, même si j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on va s'arrêter, pour que vous puissiez poser des questions et parler. Je trouve ça intéressant de voir à quel point on a ce paradoxe dans la mémoire de ce conflit et dans la mémoire de la colonisation, par ricochet. Quand on parle avec des publics intéressés par l'Indochine ou par le Vietnam contemporain, on a toujours un certain romantisme sur notre histoire commune et sur
voilà, cette histoire que la France et le Vietnam ont partagée, sur le fait que la guerre d'Indochine a été une guerre relativement propre, que la guerre qui a suivi là-bas avec les Américains a été une guerre abominablement sale, c'est en tout cas ce que les Français pensent et qui reste très ancré dans notre mémoire. Eux ont utilisé le napalm, nous non, eux n'avaient pas de lien avec les populations, nous oui, nous si. Il y a cette mythologie qui a une part de vérité, mais qui est aussi pour une part une mythologie qui s'est construite, et ce paradoxe de ce récit très nostalgique, finalement où tout reste possible, et la réalité d'une mémoire finalement très peu entretenue pour le grand public, et d'une production française et cinématographique et littéraire, d'une production de fiction très pauvre, et d'un récit national qui en fait n'existe pas sur la guerre d'Indochine. Voilà, je m'arrêterai là, et puis si vous avez des questions... Merci. Merci à tous les deux. Juste une anecdote. Je me souviens il y a quelques années d'avoir eu la chance de lire les carnets, petits carnets manuscrits, je ne vais pas me tromper, du colonel Bertrand, qui est au moment de Nassan, et l'adjoint du commandant de compagnie, Litzerman. Et ils sont en train de la compagnie d'à côté. Et ils sont en train de remonter, de contre-attaquer sur un piton fin novembre, début décembre, pour reprendre un piton. Et donc ils notent ça le soir dans son carnet. Et j'entends un jeune qui souffle derrière moi, dit-il. J'entends un jeune qui souffle derrière moi. Je continue, je lance 2 ou 3 encouragements. On arrive en haut. Ah tiens, c'est un certain Schaumdorfer, il est arrivé sur le territoire, il a l'air impressionné. Il venait d'arriver effectivement, parce qu'il est arrivé en 52. Et donc semble-t-il, il suivait la compagnie qui était en train voilà. Ben voilà, j'aurais dû vous interroger pour ma thèse, j'aurais pu ajouter ça. Allez, la parole est à l'assistance, bien sûr. Pas une question, mais simplement une remarque. Je ne sais pas si c'est valable, comme analyse. Le fait qu'on ne parle pas de l'Indochine, parce que d'abord c'est un corps militaire professionnel qui est engagé, et qui, lorsqu'il est rentré, s'est trouvé engagé en Algérie. Et donc, la plupart des témoins ont pu tomber dans les combats, ou alors se sont trouvés violentés profondément parce qu'ils ont vécu en Algérie après avoir vécu ce qu'ils avaient vécu en Algérie. Et donc, en fait, ils se sont repliés sur eux-mêmes, donc ils ne se sont pas exprimés comme ont pu le faire d'autres. Oui. Donc il y avait une double culpabilité, puisque forcément les récits sont plus difficiles à partir. Ce qu'on répète toujours comme facteur d'effacement ou d'oubli de ce conflit, c'est évidemment la guerre d'Algérie qui suit, avec son lot de traumatisme beaucoup plus lourd, parce qu'il y avait des appelés, parce que la guerre n'est pas la même. C'est une guerre de conscrits. Le contexte idéologique entre 45 et 54 qui fait que de toute façon aussi c'est la sale guerre. Donc dans les médias, on le sait, quand il y a les études d'opinion pendant la guerre d'Indochine montrent qu'il y a une minorité de Français qui suivent cette actualité tout au long de la guerre, et que c'est seulement au moment de Dien Bien Phu que majoritairement on va avoir tout à coup 70-71% de Français qui se disent intéressés par ce qui se passe en Indochine. C'est un petit peu tard. Donc voilà, il y a ces facteurs-là qui jouent évidemment. Après, dans la manière, en fait, on se rend compte que les anciens d'Indochine, ils ont raconté leur guerre. Hein. En fait, c'est pas une mémoire tue. C'est une mémoire beaucoup moins tue que la mémoire de la guerre d'Algérie pour les anciens combattants, qui est beaucoup plus tue en proportion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de mémoire de mémoire écrite. On a une mémoire qui est beaucoup moins... Enfin, comment dire, les anciens combattants de la guerre d'Indochine, en termes de publication et d'expression dans la presse, ont beaucoup plus parlé en proportion, évidemment, parce qu'ils ont été moins nombreux et qu'il n'y avait pas d'appelés, que ceux de la guerre d'Algérie qui se sont beaucoup plus tus. Et en fait, c'est étonnant parce qu'on a toujours l'impression que c'est une mémoire tue, et en fait, ce n'est pas une mémoire tue. Elle n'est pas tue, elle n'est pas visible, elle est peu visible, elle est très cloisonnée, en fait. Et ont l'impression qu'il existe une mémoire de la guerre d'Indochine, les gens qui, pour des raisons personnelles, ont une curiosité antérieure à s'intéresser à la guerre d'Indochine. Et puis, cette mémoire, elle s'exprime, mais elle est relayée, quand on regarde les médias grand public qui relaient cette mémoire, elle est relayée par une presse
essentiellement, peu par la télévision, peu par la radio, par une presse qui s'adresse à un public déjà intéressé par la question indochinoise. Et en fait, on voit que les livres qui sortent d'anciens de la guerre d'Indochine dans les années 70 et 80 sont essentiellement relayés par le Figaro, quotidien et magazine, et Valeurs Actuelles, quand on fait des statistiques. Et enfin, voilà, ces organes de presse-là qui sont des médias grand public. Évidemment, le Figaro ne s'adresse pas que à un public restreint intéressé par la guerre d'Indochine, mais les gens on est sur un public quand même déjà un petit peu ciblé. Et puis, il s'agit juste, j'ajoute quelque chose, c'est une mémoire aussi qui a été captée par un camp. Et puis souvent, par quelques armes de mêlée, hein, vous savez, effectivement, maintenant les choses ont un peu évolué, mais au sortir du conflit indo-chinois, puisque effectivement l'Indochine avait été l'âge d'or des troupes aéroportées, eh bien la guerre d'Indochine, c'était dans l'imaginaire des gens des parachutistes et ou légionnaires qui sautaient en continu. Effectivement, des mémoires de lieutenants du génie qui rétablissaient des itinéraires, construisaient des ponts et pourtant dans ce milieu donc hydroterrestre était vraiment une pièce maîtresse, il n'y en a pas. Le soldat du... Le général Delmas, oui. Il a écrit sur la guerre d'Algérie, mais je ne sais pas s'il a écrit Non. sur la guerre d'Indochine. Non. Alors le général Delmas, il arrive en Indochine en 54, au mois de mai 54, et lui en fait, il fait le syndic de faillite. Hein. Il met tout en caisse et puis et renvoie sur la métropole. Pareil des soldats du train, des choses comme ça. Voilà, on n'en a pas. Donc cette... Et c'est capté par. Enfin, il y a la construction d'un récit mythique sur les parachutistes et les légionnaires. Et en fait, le rôle aussi de ces parachutistes et de ces légionnaires en Algérie après. Et la question de l'Algérie contribue aussi à enfermer la mémoire de la guerre d'Indochine dans un camp idéologique après la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas forcément le cas pendant la guerre d'Algérie. Mais et du coup, par marquer cette mémoire du saut du combat pour l'Algérie française, de l'appartenance à une droite, à une extrême droite qui commence, enfin une extrême droite qui commence à prendre du poids dans la vie politique française, etc. Et du coup, ça joue aussi sur le fait que finalement, on voit aussi dans l'évolution des travaux universitaires sur l'Indochine et sur la guerre d'Indochine, dans les années 70 et 80 encore, les gens qui travaillent sur la guerre d'Indochine, je fais une généralité, je fais vraiment une généralité, hein, pardonnez mon propos un peu caricatural, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, enfin en tout cas sont des gens qui ont un intérêt par affinité politique ou idéologique sur le sujet. Je laisse de côté les travaux d'histoire militaire stricte, qui relèvent d'autre chose à mon avis, et en fait on voit que évolue cette situation à partir du début des années 90, où on commence à avoir une curiosité qui se désidéologise aussi parce qu'il y a la chute du bloc de l'Est aussi. Enfin voilà, le Vietnam entre dans une nouvelle période de son histoire, donc on a tout un tas de facteurs pour aboutir à ce qu'on a maintenant, où on a en fait des colloques, il y a eu deux gros colloques internationaux en début d'année, là en janvier et en mars sur la France et le Vietnam, et en fait on a des colloques qui sont en grande partie désidéologisés, y compris dans certaines interventions d'universitaires vietnamiens, ce qui est déjà pas mal. Bon, pour ce lien Indochine-Algérie, il m'a été donné il y a quelques années de travailler sur les rapports sur le moral de l'année 57. En fait, je travaillais sur l'expédition de Suez et je voulais voir comment les unités qui avaient participé alors au premier échelon, qui était encore prévu pour les deuxièmes échelons et qui n'étaient pas intervenus, qui avaient été engagés dans la campagne de Suez, avaient vécu la fin brutale de cette opération et puis le repli en décembre. Et donc sur les rapports de 57 et de 58, c'est très très net, quel que soit le type d'unité, y compris le groupement de réparation du matériel, y compris etc. Armes de mêlée, armes d'appui, armes de soutien. Les officiers qui ont cette expérience de l'Indochine vivent très mal le fait d'être resté 3 semaines l'arme au pied du côté de Port Saïd en attendant que les casques bleus danois arrivent, ou nordiques arrivent. Ils reviennent janvier 57, ils sont engagés dans la bataille d'Alger, pour la plupart c'est les mêmes. Et le rapport sur le moral de fin d'année, ils le vivent mal. Et le rapport sur le moral de fin d'année, c'est de dire on nous a fait abandonner l'Indochine, on nous a fait abandonner nos Indochinois. On a l'impression qu'ils avaient tous des unités de supplétifs, tous
tous en parlent pratiquement. Hein. On a abandonné ces populations, on ne rejouera pas le même coup ici. Et on est en 57. Hein. Donc effectivement, on sent bien que cavaliers, fantassins, transmetteurs, artilleurs, ce qu'on veut, ils sont tous très très marqués. Juste, les nationaux qui ont entre 45 et 56 étaient ou combattus sur le sol indochinois, c'est environ 280 000 hommes, je parle bien des Français métropolitains, des trois armées. Oui, par rapport aux commémorations, il y a quand même eu, je pense, enfin moi alors sur les grandes chaînes des petits extraits très, très ciblés, et puis il y a eu surtout cette émission sur FR3. Il y a eu 2 docus. Il y a eu un documentaire d'après des lettres d'officiers que j'ai trouvé quand même, alors effectivement il y avait tout, il y avait le gars qui a rejoint ensuite les CGTistes qui est revenu, donc l'appelé qui fait la sale guerre et qui n'est pas content parce qu'il a plus d'estime pour les Indochinois qui combattent que pour les Français en général. Et puis il y a des carnets de Saint-Cyriens qui sont exploités dans ce documentaire et qui sont quand même intéressants. Et puis il y a autre chose sur la recherche actuelle. Alors j'ai plus le nom en tête, j'ai un camarade allemand là, qui me disait qui est en train d'organiser une recherche sur le rôle des Allemands dans la guerre d'Indochine au sein de la Légion étrangère. Et alors il avait essayé, j'ai essayé avec le général de Saint-Chamas là, pour qu'il puisse. Parce que les Allemands voulaient avoir accès aux archives de la Légion étrangère, ça semble un peu compliqué. Ouais. C'est un gendarme je crois que c'est qui vient de sortir. Non, je ne parle pas de lui. Je parle d'un. J'ai retrouvé le nom, mais lui il travaille à la fac de Constance. C'est un civil que je vois au CIHM à chaque fois que j'y vais à Sofia, ailleurs, à Turin et bientôt. Lui, il m'avait demandé justement d'intervenir parce qu'il a des jeunes chercheurs qui passent le doctorat, qui passent des thèses, et en fait son idée, c'est d'essayer d'évaluer le rôle des anciens cadres de la Wehrmacht au sein de la Légion étrangère ou de la SS. C'est ce que fait. Alors peut-être que le gars dont vous parlez travaille dans. C'est exactement ce qu'il fait, et l'ouvrage qui vient de sortir, parce que je crois qu'il termine sa thèse en plus. Hein. C'est exactement son credo. Il est en train d'évaluer effectivement le nombre de SS, le nombre de soldats de la Wehrmacht, etc. Il y a 2 ans. Sachant que dans les papiers, parce que moi en travaillant sur l'arme du génie en Indochine, et donc évidemment le génie légion, donc je travaillais beaucoup sur la Légion. Il y a aussi des choses à remettre en perspective. Et à partir de 49, les pères de la Légion disent la vieille Légion est morte. Et c'est-à-dire que tous les sous-officiers de valeur, c'est pareil, hein, je parle au niveau macro, et tous les sous-officiers de valeur sont morts. Et on est en 49. Et effectivement, après cette construction du mythe de la Légion 53-54, finalement on a des jeunes légionnaires issus des pays de l'Est, beaucoup d'Allemands de l'Est, mais qui n'ont pas forcément connu la Seconde Guerre mondiale. C'est le gros fantasme. Voilà. Et même ce qui est intéressant, à Kaohbang et des choses comme ça, on a des papiers où finalement, ceux qui ont fait le job, c'est pas quelque chose qui existe sans doute encore de nos jours. Ce sont les tirailleurs, les sapeurs nord-africains qui font le taf, mais effectivement, eux n'apparaissent pas. Parce qu'il y a un consensus pour que l'Indochine soit la guerre des armes d'élite. Et les autres, effectivement, sont en fond de tableau. C'est pareil, pour avoir travaillé sur les pertes générales globales de la guerre d'Indochine, de mémoire, il en meurt plus, largement. 2 par jour sur telle route, 1 par jour sur telle route, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Plutôt que dans des grandes batailles, ou dans des grands affrontements, ou dans des grandes opérations. C'est l'ouverture de route, c'est pour ça qu'il y a des grands invariants. En lisant les enseignements de la guerre d'Indochine et en voyant effectivement les conflits et les opérations en Afghanistan, toutes ces opérations d'ouverture de route, avec tout ce que cela comporte, toute la garde des points sensibles, tout ça, effectivement c'est ça qui est meurtrier. Alors effectivement on va avoir un engagement d'importance à telle ou telle occasion, mais au final c'est le quotidien ingrat. Et je dirais effectivement sans relief, en tout cas d'un point de vue médiatique, qui est la réalité de ce conflit indo-chinois. Bon,
c'est rien de nouveau. Dans le GAD 98, on voit très bien aussi les mêmes représentations en face. Alors, moi j'étais à Coët au moment où le film se tournait, j'étais en train de m'occuper des poétiques d'anthologie, j'allais chercher Edmond Samar, je sais pas qui venait faire une conférence, puis à un moment, je ne sais plus quelle année où le film avait été tourné, il avait été invité lui en Indochine par Schoendorfer. Quel film Dien Bien Phu oui, en 91. Voilà, ça fait ça. Et ensuite, il était revenu. La conférence qu'il faisait à Coët, au bataillon de Syrie et autres, était juste après son retour à Chypre. On avait discuté un peu de ça. Il m'avait dit qu'il avait été assez déçu. Alors, il était déçu par deux choses. D'une part, dans la manière, mais il était quelqu'un assez mesuré. Donc, Schoendorfer avait envisagé les mises en scène, les machins, les trucs. Elie Samar, c'est Elie Samar, je parle, il avait vu, il avait un œil sur ce que. C'était avant la sortie du film, ouais. C'était au tournage, il avait été invité, il a fait le tour des popotes nord-vietnamiennes, je crois qu'il avait vu le général tout ça. Puis ensuite, il avait été déçu aussi par la manière dont les autorités l'avaient reçu. Ouais. Mais c'était. En fait, il avait eu l'impression d'être manipulé, en fait. Et il m'avait dit. Je ne vais pas en parler, parce que le thème en éthique d'anthologie, c'était commandé en temps de guerre. Alors, il racontait toujours un peu la même histoire. L'amphi, Napoléon était absolument silencieux. Et moi, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pourriez, commandant, parler de ce que vous avez vu, parce que vous savez quelque chose qui se préparait. Il me dit, non, je suis assez déçu. Ça a été un tournage extrêmement compliqué. D'abord, alors pour Schoendorfer lui-même, ça a été vraiment très compliqué. C'est un tournage qu'il n'a pas bien vécu, il n'était pas très en forme à ce moment-là. À tout point, enfin voilà, il était pas très en forme. Les reconnaissances s'étaient mal tournées, et s'étaient mal passées, tellement mal passées que Raoul Coutard, qui était ancien du SCA en Indochine, grand chef opérateur de Schoendorfer et de la Nouvelle Vague, milieu radicalement différent, toujours vivant, Raoul Coutard a refusé de participer au film. Donc pour qu'il refuse à Schoendorfer d'être le chef opérateur de Dien Bien Phu, c'est que les repérages étaient vraiment extrêmement compliqués, et pendant tout le tournage, la grande crainte de Schoendorfer, il le disait très pudiquement, c'était d'être instrumentalisé par les Vietnamiens, d'autant que le producteur Jacques Kirchner, ça il me l'a dit et il l'avait déjà dit avant, avait accepté de produire ce film parce qu'il avait dans l'idée de filmer la plus grande déculottée de l'armée française, et qu'en tant que trotskiste militant, ça l'amusait pas mal. Donc il y a cet arrière-fond là qui joue. Sur place, le tournage est matériellement extrêmement compliqué. Il se déroule à 60 km de Hanoï, sur une base militaire qui n'existe plus d'ailleurs. La logistique est compliquée, le climat est compliqué, il y a 4000 figurants vietnamiens, autant vous dire que c'est apocalyptique à tenir. Non pas qu'ils ne soient pas disciplinés, mais voilà, fallait tenir le truc. Les Vietnamiens ne parlent pas bien français, pas bien anglais. Bref, tout est extrêmement compliqué. Patricia Schoendorfer, son épouse, est là pour essayer de tenir les choses, et elle tient de fait un certain nombre de choses, et si elle avait pas été là, ça aurait été pire probablement, mais elle brouille aussi un certain nombre de relations entre les personnes. Bref, voilà. Et le Vietnam en 90, 91, 92, il faut se rendre compte que c'est... Enfin, si vous avez connu des gens qui sont allés à cette époque-là, qui racontent que voilà, le grand hôtel de Hanoï, qui est maintenant le summum du luxe, à Hanoï, il y avait des rats qui... Enfin, Hanoï, c'est bourré de rats, il y avait des rats qui couraient partout. Voilà, c'est vraiment... Donc c'était très dur. Et à la sortie du film, il y a eu une querelle d'anciens combattants extrêmement violente. Pierre Schoendorfer s'est fait réellement insulter par un certain nombre d'anciens combattants. Il y a eu pendant plusieurs semaines dans le Figaro quotidien une page courrier des lecteurs consacrée à ce film et du coup à la mémoire de Dien Bien Phu. À la moment de la sortie du film. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu des pages entières consacrées. Alors, tout le monde écrivait, des anciens les plus obscurs aux anciens les plus connus, les responsables d'associations, Geneviève de Galard, Élie de Saint-Marc, enfin, tout le monde, et le général Nava. Alors, ils venaient tous. Alors, du coup, il y avait la querelle stratégique qui se tenait via le courrier des lecteurs. Donc, les généraux, les anciens généraux de Dien Bien Phu sont intervenus à leur tour. Bref, ça a été, en fait, dans le milieu des anciens combattants d'Indochine, un pataquès monstrueux. Pierre Schoendorfer en a beaucoup souffert. Élie de Saint-Marc avait publié dans le Figaro, dans ces pages-là, un courrier apaisant pour dire que, évidemment, rappelant un certain nombre de choses que parfois les anciens combattants ont du mal à entendre, qu'un film ne raconte pas le tout de l'histoire. De toute façon, les anciens combattants sur le récit de leur guerre sont toujours à fleur de peau, et on le comprend. Mais voilà, qu'ils ne pouvaient pas raconter le tout de leur guerre, que c'était une première étape, que la réconciliation franco-vietnamienne c'était important aussi, etc. Et Bijard, à la télévision, avait
avait fait un plaidoyer en disant voilà, évidemment il y a des défauts, mais c'est Schoendoerfer, c'est un camarade, et donc on ne tape pas sur les camarades, soyons loyaux, et voilà. Et Geneviève de Galard avait plutôt encensé le film, donc ça avait fini par apaiser un petit peu les choses, mais ça a été effectivement très compliqué. Il est connu que le général Salan était un fin connaisseur de l'Indochine. Pourquoi a-t-il été évincé? Vous avez dit tout à l'heure succinctement que ces vues ne cadraient pas trop avec celles du gouvernement. Effectivement, Salan a fait plusieurs séjours, c'est un vieux colonial, il a fait plusieurs séjours avant la guerre en Indochine. On lui doit même un petit dictionnaire d'une langue, je ne sais plus laquelle, mais voilà, avec une ethnie, on lui doit ça dans les années 30. Salan revient en 45 en Indochine, avec des fonctions militaires, mais également par la force des choses politiques. Et puis il est encore là en 47 au moment de l'opération Léa. Il va assurer l'intérim à la mort du général Delattre, dont il a été l'adjoint opérationnel. Entre parenthèses, n'en déplaise à ces turiféraires, les victoires de Delattre, on peut les chercher du côté aussi de l'état-major de l'intéressé, Salan, et puis il a 2-3 officiers bien câblés qui, heureusement, ont fait le travail. Et puis, donc, Salan, c'est lui qui met en place la stratégie dite des hérissons, des bases aéroterrestres, et qui se bat au pays de taille. Mais il se bat, mais il ne fait que du combat défensif. Et il le fait bien. À savoir que dès c'est un très fin connaisseur de l'Indochine, mais aussi de l'adversaire. Et puis c'est un homme qui lit beaucoup les bulletins de renseignement, Salan, donc il a une bonne lecture. Et donc à chaque fois que le Viet Minh fait quelque chose, Salan va parer les coups avec les pompiers de l'Indochine, effectivement, les troupes aéroportées. Et alors hop, on fait Nassan, hop, on fait Seno, la plaine des Jars, etc., etc. Et puis soit. Mais il n'a pas envie de quitter l'Indochine. Salan, il sait qu'il ne peut pas vaincre militairement le Viet Minh. Il n'a pas envie de quitter l'Indochine. C'est pas quelqu'un qui a envie de mettre un terme au conflit. Donc déjà, sa pensée ne cadre pas avec celle des politiques du moment. Et puis aussi, je le répète, les Américains, donc depuis 50, en 51, aident militairement les Français, mais aussi donnent des subsides aux États associés. Enfin, via la France, mais en tout cas, ils financent pas loin de 80% de la guerre en 53. Et ben effectivement, le payeur a un droit de regard. Et quand on en parle peu, mais quand vous regardez dès 51, le MAG, c'est le Military Assistance Advisory Group, donc qui est chargé de voir un petit peu ce qu'on fait de l'argent du contribuable américain. Et ben, il a le droit d'aller regarder au niveau des ordres de bataille, au niveau du tableau d'effectifs et de dotation d'un bataillon pour voir si ça lui semble correct. Donc il y a quand même une ingérence américaine dès 51, et évidemment elle a pris du volume, et en 53 ils veulent bien continuer à payer, etc., mais ils ont un droit de regard, en tout cas officieux, sur le prochain commandant en chef, et Salan ne leur plaît pas, parce que Salan, c'est l'homme aussi des coups tordus un petit peu, c'est l'homme des copains à l'aïchaud du pays taille, mais qui rapporte rien finalement, c'est l'homme des accointances avec les groupements mixtes d'intervention, à savoir les services spéciaux. Bon, il est temps de changer d'équipe aussi. C'est le vieux colonial. C'est le vieux colonial qui ne correspond absolument plus. Il n'est plus dans l'air du temps. Et donc, exit Salan, et on peut mettre en place la nouvelle politique avec un général qui a tout à gagner, le général Navarre, qui est un homme très intelligent, demeurant Navarre. Est-ce que vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que Salan avait déjà eu l'idée de Dien Bien Phu? Alors, évidemment, encore une fois, l'Indochine, plus que je dirais toute autre tête d'opération, il faut avoir une carte sous les yeux. Parce qu'effectivement, on a ces deux deltas qui sont deux sortes de taches blanches, et puis le reste, effectivement, se perd sous la végétation exubérante de l'Indochine. Et donc, quand on regarde le Tonkin, c'est ce que les militaires appellent les grands vides. Au-delà du delta, ce sont les grands vides, ce sont des zones, effectivement, de montagnes et de jungle, où patrouillent les parachutistes et les troupes Viet Minh. Et bien, dans ces grands vides, on a quelques taches claires qui sont Lai Chau, Nassan, Son La et Dien Bien Phu.
Dien Bien Phu a été déjà occupé en 1945. Ensuite, en 1952, au moment où il y a la bataille de Nassan, il y a un bataillon de chasseurs laotiens qui est là, mais qui explose face aux offensives Viet Minh, et on quitte Dien Bien Phu en novembre 1952. Mais de toute manière, si un quelconque commandant en chef veut faire quelque chose dans la région, Dien Bien Phu, je dirais, s'impose presque en pays thaï. Il n'y a que là où on peut se mettre. On ne va pas mettre 10 bataillons sur des pitons comme ça pendant. Non, il faut effectivement cette plaine de Dien Bien Phu, et donc c'est dans les cartons effectivement des états-majors des états-majors de Thaïlande depuis longtemps. Donc pour que ce ne soit pas devenu un traquenard, il fallait quoi? De toute manière, c'est pareil, il n'y a pas de. Dans cette histoire de guerre d'Indochine et dans cette histoire à ce moment-là, il n'y a pas de bonne solution. Et donc Navarre, il essaye de prendre la moins mauvaise des solutions. Lui, on n'en a pas assez parlé, mais effectivement, si le Viet Minh avait décidé d'attaquer le Delta fin 1953, on peut se demander ce qui serait passé. Parce que c'est pareil, représentation de guérilla, etc. Tout ça, c'est sympathique. Mais à l'automne 1953, on a quand même 400 000 hommes Viet Minh et on a un corps de bataille Viet Minh qui est en plein développement et qui est un corps de bataille de 125 000 réguliers. C'est-à-dire des gens qui sont endivisionnés. Et à côté de ça, on a des régiments autonomes qui sont aussi bons combattants. Donc on a une armée moderne. Certes, elle n'a pas d'aviation, certes pas de blindés, mais avec avantages et inconvénients des uns et des autres, le Viet Minh a la suprématie dans ce point-là. Donc, de toute manière, Dien Bien Phu, pour pas que ça soit un traquenard, il aurait fallu avoir plus de moyens aériens. Déjà, parce que quand on voit l'emploi de l'aviation... Oui, la piste avait été défoncée assez tôt et tous les atterrissages étaient... Alors, je parle des bombardements à partir de Hanoï, par exemple. Vous avez on parle de l'aviation à Dien Bien Phu. Alors déjà, quand vous parlez de ça, par exemple, à quelqu'un comme le colonel Luciani, du 1er bataillon étranger parachutiste, qui lui était sur Elian 2, donc dans le dur du dur, l'aviation, il disait oui, on voyait un chasseur qui arrivait... Il cramait son potentiel aérien de 10 minutes et puis il s'en allait. Et puis sinon, lorsqu'on parle de l'aviation de bombardement, c'est pas la Corée, c'est l'armée française. Et donc on envoie au maximum, le maximum qu'on ait pu envoyer sur une même cible, c'est 5 avions B-26. Donc c'est un avion de bombardement, mais il va aller faire un peu de trou dans la piste et en 2 heures, le Viet Minh a réparé. Donc c'est ça la réalité. Et le plus souvent, c'est que cette aviation de bombardement, c'est 2 avions, et en plus on ne sait pas quoi leur faire faire. L'un des problèmes, c'est un problème d'état-major. Il n'y a pas de PC interarmée, il n'y a pas de coordination entre l'air et la terre. Il y a un officier de liaison aérienne. Il y a la photo est célèbre. Voilà. C'est toujours le même. Et vu qu'il y a une suprématie des terriens, on peut à la limite, effectivement dévier les missions des aviateurs. Donc voilà. Comme on doit libérer la salle, il nous reste 5 minutes. S'il y a encore des questions, vous bloquez la main. Concernant le colonel Langlais, présenté comme l'âme de la défense du corps étranger, on sait, d'après les lectures, donc à partir du moment où il y a eu l'assaut le 13 mars, De Castro était en jeu et il est resté à peu près jusqu'au bout. Donc on peut supposer que c'est Langlais qui coordonnait la défense et les contre-attaques. Dans les lectures, dans les petits comptes rendus qu'on a dans les bouquins sur le rapport Catron, à aucun moment il n'est fait question de l'anglais en négatif. Or, personnellement, j'aurais 2 choses à lui reprocher, si on veut, à savoir le mauvais emploi du 5e Baoan dans la contre-attaque après le saut de lui, alors qu'il était dispersé à 8e et des objectifs sans connaître le terrain, et le mauvais emploi du 8e BPC, je crois, c'est le Tourelle, qui n'a jamais été employé en tant que comité constitué. Est-ce que vous avez un avis dessus? Oui. Est-ce que vous pouvez... Alors, sur l'anglais, déjà, lors de la commission d'enquête sur Dien Bien Phu qui est mise en place à partir de mars 1955, De Castro, il répond très clairement, il dit si l'anglais avait été aux commandes, la bataille n'aurait pas duré 56 jours. Les deux, en fait, se sont plutôt bien entendus dans la bataille, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Il y a le côté hableur de l'anglais, il y a etc., mais qui est compensé par De Castro. De Castro n'a jamais abdiqué son commandement. Il y a eu des histoires de pronunciamento.
des parachutistes, etc. Tout ça, c'est largement à nuancer. Les deux, finalement, étaient chacun dans leur rôle, mais c'était bien Général de Castres qui était aux commandes et qui ne se contentait pas simplement d'envoyer des télégrammes comme on a pu le dire. Alors, sur cette histoire du 5e Bavoine, effectivement, on peut dire, au moment où Gabriel tombe, d'envoyer ce bataillon qui a sauté la veille, qu'on a envoyé sur les Élianes, qui est fatigué, qui ne connaît pas le terrain, qui creuse, et puis qu'on lui dit en pleine nuit, hop, allez reprendre Gabriel, et qui doit se taper encore 4 ou 5 kilomètres, c'est pas une bonne décision, et on se dit il aurait mieux valu, pour que ça ait plus de punch, mettre un des 2 bataillons réservés pour cela. Mais ça, c'était effectivement sur le papier, c'est que ces deux bataillons-là devaient mener les contre-attaques. Mais on n'avait pas prévu la chute de Béatrice et on n'avait pas prévu la chute de Gabriel. Et l'Anglais, il fait le choix en se disant, si ça se trouve, le prochain coup, c'est la fin de Dien Bien Phu. Il dit, mes 2 atouts, ce sont mes 2 bataillons de réserve, je les garde pour moi. Le Bavoine, après tout, c'est pas un si mauvais bataillon, même si on sait qu'il ne vaut pas ni le 1er BEP, ni le 8e BPC. Donc je garde effectivement ces 2 pions-là, ces 2 atouts, et j'envoie le 5e Bavoine. Bon, effectivement, ça n'a pas marché. Et puis, erreur là, imputable, effectivement, au général de Castres, mais à son supérieur, le général Conny, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que ces 2 bataillons réservés, ils avaient été petit à petit dépensés et implantés en secteur. Et ce qui fait que de regrouper les compagnies du 1er BEP pour faire la contre-attaque, ça aurait pris trop de temps, alors qu'on avait le 5e Bavoine qui était regroupé. Voilà. Donc on a effectivement un des compagnies des 2 bataillons de réserve qui sont implantés en secteur et qui défendent, faute d'effectifs, le sous-secteur centre. Et on a un bataillon fatigué qui ne connaît pas le terrain, mais on se dit ce sont des parachutistes avec des cadres européens, on les envoie, ça n'a pas collé. Donc pour vous, c'est malgré tout ces 2 Castres qui, sur le terrain, au moment des faits, en temps et en heure, prenaient les décisions, lesquelles étaient validées et mises en musique. Oui. Par l'orchestre, je pense, en tout cas à ce moment-là, c'est vrai qu'il a eu un petit coup au moral de Castres le 13 mars, après la chute de Béatrice, le lendemain aussi, mais il n'a jamais abdiqué son commandement. Maintenant, effectivement, peut-être qu'un autre chef que de Castres aurait suivi différemment l'affaire, et on va faire l'Uchronie, que Gabriel aurait pu être reprise. Alors, mais c'est pas interdit, la pièce maîtresse pour moi c'était Gabriel. La Dien Bien Phu peut se perdre à ce moment-là, à ce moment de cette contre-attaque avortée, où finalement plutôt que de reprendre, la mission se transforme en une mission de recueil de la garnison de Gabriel, et puis à partir de là, du moment où effectivement on n'a plus de couverture du terrain d'aviation. Mais voilà, à chaque erreur il y a de toute manière toujours une explication. Très rationnelle. Bénédicte, le dernier mot. Pardon, je t'en prie. Non, c'est ma question. 2 minutes. Vous avez évoqué le général Blanc, Clément Blanc, qui était chef d'état-major, qui avait la particularité d'être le principal organisateur de l'armée française en 1944. Autre particularité, il était poétique-ficien et artilleur, et encore, il n'était pas d'accord avec Delattre en 1851, quand Delattre avait l'intention de faire un certain nombre de choses. Et vous l'avez évoqué aussi, c'est la particularité de la mise en place des équipements et des matériels. Et lui, il était baigné par cette problématique liée à la contrainte américaine. Je me demande dans quelle mesure, la connaissance de ce dossier, dans quelle mesure ça n'a pas incité justement quelque part à lâcher Dien Bien Phu. Enfin, je sais pas, c'est une raison politique très forte et économique qui disait bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas les équipements. De toute manière, très cyniquement, la chute de Dien Bien Phu arrivait à point pour les politiques. Voilà. Parce que si on avait gagné, et pour les militaires qui n'en voulaient plus de l'Indochine, on voyait ce qui se passait en Afrique du Nord, et puis c'est surtout qu'on avait quand même les Tewa en Allemagne, et donc Dien Bien Phu, si on avait gagné, finalement, comment justifier un départ alors qu'on vient de remporter Dien Bien Phu? On en reprenait pour combien d'années? Et donc effectivement, et là le colonel Allaire partage cette opinion, on en a parlé plus d'une fois, Dien Bien Phu a été, la chute de Dien Bien Phu, pas
paradoxalement un soulagement pour un certain nombre de politiques. Ça permettait de dire voilà, on ne peut pas gagner, on clôt la question et on passe la main. Merci, et on clôt la réunion. Voilà. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique? Je ne savais pas que la chance ne fréquentait point les cagnats et qu'en dehors de la cuistance, tout le reste ne valait pas ça. Tu m'as fait comprendre les choses avec tes petits airs insolents et je ne sais quelle apothéose. C'était le plus clair de mes tourments. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique? C'est ta démarche balancée qui efface à tous mes espoirs dans cette bonne vie si bien rêvée. Est-ce régulier de t'en vouloir? Une chanson de la coloniale, c'est le résultat en 5 ans de mes erreurs sentimentales, selon l'expérience des camps. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique?